Bonjour, bonne fête de Pâques et bienvenue ici dans ce studio de Fortune de Canal 2 International, un studio où nous émettons en direct de Douala à l'occasion de la Foire internationale des affaires de commerce de Douala. Eh bien, installez-vous confortablement, plus de peur que de mal, on démarre. Voici le sommaire de Canal Presse. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre Paul Biya et certains de ses ministres? Bientôt, un gouvernement au complet va faire valoir ses droits à Kondengui comme prison. Bientôt, parce que tout un premier ministre est là-bas, tout un vice-dieu aussi. Vice-dieu, c'est ainsi que l'on désigne au Cameroun le secrétaire général de la présidence de la République. Partout, sauf ici, le débat flambe. Il se rapporte tantôt aux origines de l'essentiel des victimes de l'opération Épervier, tantôt sur le tempo du président de la République que certains présentent comme le véritable maître d'œuvre et d'ouvrage des actions du rapace. C'est d'autant plus que la presse, une grande presse, a pris l'habitude d'annoncer les arrestations. Dans ce schéma cette semaine par exemple, on dit que Jean-Pierre Bihiti Biessa m'est inquiété déjà pour l'argent du pape en mars 2009. On dit qu'il s'était trompé d'erreur pour 130 millions de francs CFA. On dit aussi que Robin Kili n'est plus tranquille pour une affaire d'avion. On dit qu'à l'époque où il fut ministre des Travaux publics, Messenga Avom, eh bien qu'il y a eu collusion entre son ministère et l'entreprise devant jouer sa partition en faveur de la route Ayos-Bounis. On dit que Jean-Louis Bemengue a commis des fautes de gestion causant un préjudice de 4 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Et ce ne sont que des exemples et des présomptions. Quoi qu'il en soit, la question reste intacte. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre l'homme lion et ses créatures? Paul Biya a-t-il trahi les siens au cas où il y aurait eu une concertation? À l'inverse, y a-t-il eu tentative de parricide? J'essaie de savoir si Paul Biya peut aller beaucoup trop loin car, disons-le, les personnes incarcérées, au motif qu'elles ont humilié le pays, ces personnes-là n'ont pas que des épigones, mais aussi des gens par milliers à qui elles ont rendu un service. Voici donc l'urgence de la pensée. Comme c'est Pâques, je me permets de donner le Saint-Esprit sans confession à Elections Cameroun. Précisément parce que l'organe en charge des élections au Cameroun annonce le taux de participation au sénatorial à 97,72%. Je ne dirai pas autant quant à la validation des candidatures, objet de ce contentieux post-électoral qui s'annonce. Dans le nord-ouest comme dans la Dabawa, il y a manifestement une affaire d'identité. Venez me voir, je vous dirai que j'ignore s'il s'agit de vrais faux actes de naissance. Venez me voir, je ne vous dirai pas non plus si le président de la République va me porter à la charge des sénateurs désignés par décret. Car c'est bien là l'enjeu du moment, à savoir le partage du pouvoir au sein du Parlement. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre et Sono. Retour sur ce plateau spécial en direct de la FIAC. Nous allons découvrir ensemble les panélistes qui nous ont fait l'honneur de venir sur ce plateau de Canal Presse. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâques. La Pâques se célèbre aussi du côté de la prison centrale de Kondengui. Anissé Kani, bonjour, bienvenue. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International. Alors, comment est-ce que vous avez vu la célébration de la Pâques à Kondengui? Cela vous a choqué? Ou alors, pour vous, c'est un sentiment qu'en tout lieu, en tout endroit, on peut célébrer Dieu? Non, je pensais que c'était un poisson d'avril quand j'ai vu les images de cette mise en scène cérémonie, soi-disant pour célébrer Pâques à la prison centrale de Yaoundé. Voyez-vous, moi je propose qu'on les installe tout bonnement au Hilton. Comme ça, Au Hilton? Ah oui, oui, oui. Comme ça, c'est réglé. Parce que l'isolement fait partie de la sanction. Maintenant, on fait une exposition des prisonniers du renouveau. Et chacun commente en prison la décision de justice qui l'a mise en prison.
ça devient extraordinaire. La période de Mbanga est pratiquement mort en prison à cause de sa détention. Eric King a souffert. Il a eu le décès des membres de sa famille, il n'a pas pu sortir. Et on nous donne en spectacle, dans des costumes qui coûtent quelques centaines, voire plus de millions de francs CFA, des gens qui ont dilapidé la fortune du Cameroun. Et il y a quelques jours, une femme qui venait d'accoucher arpentait les couloirs de l'hôpital de Bonassama, manque de place. Et là-dedans, il y a des prisonniers du renouveau qui étaient ministres de la Santé et qui ont détourné l'argent des Camerounais. Alors moi, j'ai été scandalisé par cela. Je propose donc que tous ces prisonniers du renouveau aillent au Hilton et qu'on leur organise leur séjour tranquillement et que le jour où le renouveau décidera de leur élargissement, qui retrouvent leur maison. C'est plus simple que de nous offrir ce piteux spectacle le jour de Pâques. On vous a compris, pour vous, ils ne sont pas en prison. Et s'il y a quelque chose à faire, on pourra peut-être les installer à l'hôtel 5 étoiles du Yaoundé. Hilton. Deuxième invité sur ce plateau, Elibi Lobé. Elibi Lobé, bonjour, bienvenue. Bonjour, Bouba, et merci de m'avoir associé à cette importante émission qui est une grande occasion pour nous d'apporter notre réflexion à ce qui nous concerne dans le pays. Merci pour cela. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on évoque la tournée du ministre en charge de l'administration territoriale pour la Tanganyika, qui est dans les régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest. Il donne 48 heures aux sécessionnistes de déposer les armes, faute de quoi ils seront allés chercher où ils se trouvent. C'est un signal fort. Comment est-ce que vous analysez cette sortie du ministre pour la Tanganyika? Il appartient à l'école qui voudrait que le pays soit très ferme à l'endroit de ceux qui imaginent une organisation qui pourrait consentir à partager le pays, y compris ceux qui voudraient porter à tête dans la forme de l'État, avec des spéculations sur le fédéralisme et autres. Je suis donc pour que ceux qui ont pris les armes pour revendiquer la partition du pays soient traités avec la plus grande fermeté. Sur ce plan-là, je suis d'accord avec tous ceux au gouvernement comme dans l'opposition et même dans le parti au pouvoir qui pensent qu'il n'y a pas de discussion avec les gens qui imaginent qu'on peut partager le Cameroun en plusieurs morceaux. Il n'y a pas de discussion, il faut les combattre. Il faut les combattre avec le langage qu'ils comprennent. Ils ont décidé de parler le langage des armes. Eh bien, l'État a des moyens de parler le langage des armes. Il n'a qu'à parler le langage des armes. Parce que si ces gens avaient choisi de promouvoir la sécession avec le langage de la parole, les hommes politiques suffiraient à leur répondre avec la parole. Mais comme ils ont choisi les armes, eh bien, l'État et en particulier les ministères en charge des questions sécuritaires, dont le ministère de M. Atangandji, doivent être au premier plan pour répondre comme il se doit. Je crois que l'attitude de M. Atangandji transpire la fermeté et c'est bien. Merci Elimbi Lobé, troisième invité sur ce plateau, avocat au barreau du Cameroun, Maître Marmaï. Maître, bonjour, bienvenue. Merci Bouba, merci aux copanélistes. Merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. J'aimerais bien échanger. Nous sommes à la fête de Pâques. C'est un dîner pour moi intellectuel et qui vaut mieux que les agapes. N'est-ce pas, donc j'ai été privé. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous accueille avec cette triste nouvelle des accidents. Une fois de plus, dans nos axes routiers, à Tchang, on parle d'une dizaine de morts et encore quelques jours sur l'axe Yaoundé-Douala. Pour vous, pourquoi cette recrudescence des accidents dans nos axes routiers? Disons que pour la question que vous posez, je voudrais axer ma réflexion sur 3 points. Le premier point, c'est celui du casting des chauffeurs de transport en commun. Le deuxième, c'est celui de la vérification des véhicules qu'on met en route. On ne peut parler de la visite technique. Et le troisième, c'est la responsabilité de l'État. Sur le plan de la responsabilité de l'État, on va interroger l'état des routes.
Donc il est important de savoir que ces trois facteurs mis ensemble, c'est ça qui cause des accidents aujourd'hui sur nos routes. Et nos routes de plus en plus deviennent des mouroirs. Et c'est fort à propos que le sujet que vous posez aujourd'hui intéresse plus d'un Camerounais. Il faut savoir qu'on ne devient pas chauffeur de transport en commun parce qu'on le souhaite, n'est-ce pas? Il devrait pouvoir y avoir ce qu'on peut appeler l'assurance de ce que ceux-là ont au moins fait l'enquête de moralité. Les agences de transport, malheureusement, recrutent à tout vent parce que les gens sont à la quête de l'emploi. Et c'est important de le dire aussi, quand on est dans un transport en commun, on confie sa vie au chauffeur. Il faut donc que les chauffeurs soient un peu plus responsables. À côté de ça, il y a ce que j'ai appelé la visite technique. N'est-ce pas? L'état des véhicules aujourd'hui sont parfois en délabrement avancé. On les voit tous et puis à un moment donné, on est un peu complice de cette situation parce que vous verrez ces véhicules, tous ces véhicules ont des visites techniques. Parfois, il y a l'état de moteur, il y a l'état des pneumatiques. Et c'est important parce qu'on ne met pas l'accent là-dessus, même au niveau de ces agents de voyage. Maintenant, l'État ne peut pas se dédouaner parce que quand on regarde sur nos axes, les nids de poules, ce qui devient déjà au demeurant même des nids d'éléphants, il y a fort à craindre. Parce que de plus en plus, on a l'impression que nous avions un axe assez important, n'est-ce pas, qui était celui des axes lourds, comme on les appelle ainsi. Et on avait l'impression que sur ces axes, on était beaucoup plus en sécurité. Maintenant, on se rend de plus en plus que ces axes lourds deviennent plutôt des cimetières, pour ne pas parler de morgues. Merci, Maître Mamaï, avocat au barreau du Cameroun, quatrième et dernier invité sur ce plateau. Hervé Emmanuel Combe, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour tout le monde. Avec vous, un peu de politique. Jeune Afrique, cette semaine, titre à sa une, le successeur du président de la République, Paul Biya, le ministre en charge de la justice, Laurent Esso. La question que je vous pose, est-ce que dans le RDPC, vous avez déjà un dauphin? Ou alors, comment est-ce que, dans votre formation politique, vous avez accueilli cette information? Écoutez, Jeune Afrique n'est pas le journal officiel ni de l'État du Cameroun, ni du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et cette tribulation n'engage que Jeune Afrique. C'est un journal qui est habitué des faits. Il nous trouve un successeur chaque année. C'est une actualité qui peut peut-être vendre son papier, mais c'est un buzz inutile. On ne va pas créer la confusion. Mais on dit Jeune Afrique très proche du parti au pouvoir. Est-ce que cela peut justifier ou expliquer cela? Jeune Afrique serait proche du RDPC. Alors là, ça c'est vraiment la nouvelle de Pâques. C'est le 1er avril aujourd'hui. Oui. Ah oui, c'est le 1er, c'est un poisson d'avril. Jeune Afrique est très éloigné du RDPC. Et ce sont des méthodes qui ne nous amusent pas du tout parce que c'est pour provoquer la confusion, des compétitions inutiles. Nous avons un parti où nous sommes sereins et la question de la succession ne se pose pas encore dans notre parti. Nos statuts font que nous n'avons pas à craindre. Le moment venu, le parti se réunira. Donc Jeune Afrique fait dans le buzz et je crois que c'est un buzz malsain parce qu'il a commencé avec quelqu'un qui a Conakry, vous le savez, donc il avait fait le successeur officiel, vous voyez de qui je parle, mais lui n'était pas hier au culte à la messe folklorique ou ce matin, il a poursuivi dans ce registre. Non, Jeune Afrique n'est pas le journal officiel de l'État du Cameroun et de surcroît du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ces analyses, ces tribulations ne sont que les tribulations de Jeune Afrique. Jeune Afrique n'est pas plus important que le jour, le messager, l'anecdote de Cameroun Tribune. Hein. Est-ce que la succession du président Paul Biya est à l'ordre du jour dans le RDPC? Il vient de dire le contraire. Mais écoutez, Paul Biya est en capacité de gouverner. Il le prouve tous les jours. Il prend des décisions, dirige le Cameroun. Actuellement, c'est le chef des armées dans la situation sécuritaire dans laquelle nous nous trouvons. Vous vous posez une question qui n'est pas la nôtre. C'est le problème de ceux qui font dans n'est-ce pas, la précipitation, la voyance. C'est une question de marabout, de magie. Nous, on fait de la politique. Nous avons des statuts et ces statuts-là sont capables de nous faire résister à tout événement, y compris si nous avons un problème de succession. Nos statuts sont clairs là-dessus. Donc, au RDPC, ce n'est pas l'ordre du jour de nos débats. On vient de gagner une très importante élection politique dans un marathon électoral. Vous me parlez de Jeune Afrique. Alors là, je crois qu'il y a un mélange de gens incroyable. Mais si vous permettez, je veux juste dire une chose.
je trouve théâtral et malsain ce qu'on a vu des images de la prison de Kondengi, n'est-ce pas? Parce que je pense que ceux qui sont en délicatesse avec l'ordre public, y compris l'ordre public économique, doivent être plus discrets. Je ne suis pas catholique, mais je pense que le jour de la plus grande fête chrétienne catholique, l'évêque de Yaoundé, l'archevêque, devait se trouver à la cathédrale avec les autres. Mais il se trouve, c'est vrai, c'est une fête de l'amour et du pardon, mais l'évêque... C'est vrai que c'était la veille. Bon, même si c'est la veille, l'évêque se trouve avec des compatriotes qui ont des problèmes et tout. Et c'est dans un théâtre comme si la prison était devenue un hôtel 5 étoiles. Pendant ce temps, nous avons des problèmes dans les hôpitaux ici à Douala. Je voulais vous dire merci d'être venu pour la première fois à Douala 5e. On est sur le plateau Bepanda. Ça veut dire que la décentralisation marche. Parce que pour la première fois, nous avons la plus grande émission politique dans mon arrondissement et dans notre quartier. Alors, il vaut mieux montrer Bepanda avec ses forces vives, ceux qui travaillent, ceux qui doivent serrer la ceinture pour faire manger leur famille, que de montrer ceux qui braquent le trésor public. Là-dedans, je compte des amis, des anciens camarades, et je pense que c'est malsain. Et je termine en disant à M. Ekanet que ce ne sont pas les prisonniers du renouveau, ce sont les hommes qui ont affaire avec l'ordre public de la justice. Point barre. Merci. Peut-être un point juridique, Maître Marmailly, sur la question. Est-ce que sur sur ce point précisément, cela pose un problème? Je pense que pour pouvoir avoir des images de ce genre, il y a des autorisations préalables. Comment justifier ou comment comprendre le pourquoi de cela? Merci, M. Boba. Vous avez très bien compris que dans tout fait social ou sociétal, il y a toujours la place du juriste. Ce qu'il faut que nous comprenions une fois pour toutes, c'est que le milieu carcéral, c'est un milieu de resocialisation. Ce n'est pas un milieu, n'est-ce pas, pour des rébus. Ce sont des personnes peut-être qui se sont mal comportées, mais que la société a l'obligation de réintégrer. Donc, il faut bien comprendre que la vertu de la loi, ce n'est pas tant la punition. Il ne faut pas comprendre, n'est-ce pas, la sanction pénale, n'est-ce pas, comme une guillotine. Il y a, dans le milieu carcéral, n'est-ce pas, une possibilité de se rendre à l'évidence qu'on s'est trompé et qu'on peut se reprendre. Nous n'avons envie de perdre personne et c'est important de le dire. Maintenant, je voudrais finir mon propos et peut-être pour chuter. Moi, peut-être, je suis catholique. Et ce que je voudrais dire à monsieur Com, heureusement qu'il a précisé qu'il n'était pas catholique, c'est que, justement, avec votre permission, c'est que ce qu'il est important que nous sachions, même dans la Bible, parce que le livre du juriste, c'est aussi la Bible, c'est que Jésus disait toujours, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est ceux-là, justement, qui se sont trompés, qui ont emprunté le mauvais chemin. Le vol, c'est une maladie. Je vous en prie. Le vol, c'est une maladie. Si vous analysez le vol comme une maladie, c'est important. Non, je vous pose la question, vous dites que Jésus est venu pour les malades. Oui, pour dire simplement que venir pour les malades, c'est ce qu'on appelle une figure de style. Pour tous ceux qui se sont trompés. Et c'est important qu'on se le dise. Ce n'est pas des rébus, c'est des personnes qui peuvent être resocialisées et réinjectées dans la société. Maintenant, s'il fallait faire une lapalissade, très récemment, nous avons découvert sur le net, en Arabie Saoudite, n'est-ce pas, ceux qui avaient été indexés de détournement de fonds publics, qui, au lieu d'être mis au cachot ou en prison, ils remboursent leur argent. N'est-ce pas? Je vous donne une information. Ils ont remboursé. Je suis en train de poursuivre. Ont été logés dans un hôtel 5 étoiles parce que le but ultime, dans les hypothèses des crimes économiques, comme c'est le cas aujourd'hui au Cameroun, avec la possibilité de restitution du corps du délit, c'est pas tant les maintenir en détention, c'est les inviter, n'est-ce pas, ou bien leur tendre la perche pour qu'ils bénéficient de ce qu'on appelle la mansuétude pénale. L'hypothèse la plus plausible aujourd'hui, avec, n'est-ce pas, la possibilité de restitution du corps du délit, c'est que ceux qui ont été épinglés dans les crimes économiques, ce qu'on appelle le détournement des biens publics, n'est-ce pas, doivent nous offrir la possibilité de restituer ce qu'ils ont pris à l'État du Cameroun. Voilà la situation. Donc, on pourrait faire le parallèle pour dire que la situation idoine et pour laquelle personne de nous ne doit pouvoir se réjouir, c'est de célébrer aujourd'hui peut-être ceux qui sont là-bas, parce qu'il n'est pas exclu que nous aussi demain puissions y être. Voilà, ok. Peut-être, on ne va pas épiloguer longuement sur la question, mais on va vous permettre de dire un ou deux mots. D'abord, Élimie Lobet. Je voudrais prendre quelques distances par rapport à cette conception de la peine qui sublime certains délits
par rapport à d'autres. Je suis étonné de voir que dans notre pays, il émerge de plus en plus de gens pour estimer que ce qui est important, c'est que l'argent qu'on a volé soit restitué. Mais cette mansuétude, cette largesse dont on veut faire bénéficier des grands criminels, vous aurez dû commencer par le faire pour les petits criminels qui volent un sac. Personne ne leur demande de restituer le sac et qu'on s'en tienne à ça. Tout le monde est très ferme pour le petit bensiquineur qui arrache le sac, qui s'en va. Et déjà arrache des milliards de la fortune publique, et vous venez nous expliquer que le préjudice n'est plus ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on nous restitue l'argent. Cette sublimation de l'argent sur le préjudice que le corps social subit, je crois qu'il ne faut plus le faire. Je termine en disant que la prison doit rester une prison. Elle doit rester une prison. Autant elle est une prison pour les petits délinquants, autant elle doit être une prison, plus prison encore, pour les grands délinquants. C'est comme si le discours que vous tenez, c'est comme si il vaut donc mieux être un grand délinquant, parce que de toutes les façons, son emprisonnement sera doré, que d'être un petit délinquant. Or, les petits délinquants, ils font des préjudices, mais bien moindres que ceux que M. Atanganakuna, etc., au nom de Jésus-Christ, qui est venu pour les malades. Mais il n'y a pas que les grands malades en prison. On n'a rien montré des petits malades. On n'a pas montré les petits voleurs à la tire. On a sublimé les grands voleurs. Et ça, ce n'est pas bon. Hervé Emmanuel Comme. Moi, je ne peux pas entrer dans un débat avec Maître Mang parce que je crois qu'on a une conception diamétralement opposée de ce que c'est que la politique pénale dans un pays. Il m'a mal compris. Je n'ai pas dit qu'il fallait appliquer la peine de mort à ceux qui sont à Kondengi. Ça, c'est le problème du code pénal. J'ai dit simplement que la surexposition d'une catégorie de prisonniers qui sont des prisonniers col blanc est trop folklorique et elle porte atteinte à ma conception d'abord de l'égalité. Parce que Maître Mang, je veux vous inviter, certains de vos confrères, j'espère que ce n'est pas votre cas, ne connaissent même pas le milieu carcéral. Si vous entrez à Newbell où il y a 6000 prisonniers dans un espace qui a été prévu pour 600, il y a des femmes malades, des enfants, des mineurs qui sont dedans en préventive. Vous avez les femmes qui accouchent, qui dorment à même le sol. Montrez-les. La fête de Pâques, c'est la fête de la générosité, de l'amour. Montrez-les qu'on entre en solidarité avec eux. Vous montrez des gens en costume 3 pièces et qui sont bien beaux et qui ont pris des milliards. Moi, je compte des gens là-dedans que je connais personnellement. Je compatis à leur sort. Mais nous sommes ici dans une situation d'approche globale de notre société. D'abord, ça porte atteinte à l'opération épervier. Ça tend à croire que là-bas, ils sont bons et eux, ils peuvent faire venir l'archevêque pour les bénir encore. Je ne sais pas si chez vous, les catholiques, on prend la communion même quand on est condamné pour avoir braqué une banque ou tué des enfants. Et ils sont dans les avant-postes. On ne montre pas ce que Abel a appelé tout à l'heure les sans-noms, les no-names, qui sont dedans, qui n'ont pas où dormir, pour vous dire que je m'intéresse à leurs conditions, j'ai lu le livre de mon ami Jean-Marie Atanga-Mebara, qui décrit le fait que certains ne peuvent même pas aller aux toilettes. C'est inhumain. Je suis pour la générosité, je suis pour la rééducation, mais je ne suis pas pour une exhibition malsaine et qui tend à croire que c'est rien. Ce que vous nous reprochez à l'extérieur, nous vivons mieux encore dedans. C'est un des climatiseurs. Alors, Anissa a raison. Allez les loger à l'hôtel Hilton. Ils seront mieux là-bas. Et moi, je suis fils d'une personne qui était catholique, même si elle a été reconvertie, ma mère. Je pense que la place de l'évêque, c'est pour les pauvres, les faibles. Et que c'est pas pour ceux qui sont les puissants et qui croient que... Et je termine en disant que ce que vous avez pris comme exemple en Arabie Saoudite n'a aucun rapport avec ce qui se passe. Mais ça, c'est très long. Et je veux vous dire, le fait d'avoir rendu l'argent n'efface pas le fait que vous avez volé. Le délit, c'est le vol. Le remboursement, ce n'est pas le non-délit. Vous avez appris ça en droit. Vous êtes... Donc moi, je pense qu'on ne devait pas se battre dessus. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans les prisons. Voilà, je vais dire le mot que je voulais dire. Qui administre ces prisons?
Qui a d'ailleurs... On a des postes où on voit mon grand frère, le professeur Gervais Mendoza, presque nu, dans un lit à étage. Dans quelle prison on le fait? Je pense donc qu'il y a trop de voyeurisme là-bas, et que c'est trop. Et puis, je ne parle pas de ce que le docteur Guinée a fait. Vous savez ça, vous êtes juriste et avocat. A-t-on le droit de commenter une décision de justice soi-même? Qui plus commenter une décision de justice et même en prison, la critiquer. Je voulais quand même, avec le concours, la collaboration de Ekani Anissé, nous n'avons rien contre leur costume 3 pièces de 2 millions de francs. Pas du tout. C'est pas. C'est de l'argent volé. C'est de l'argent volé. C'est de l'argent volé. On a quelque chose à faire avec les costumes de plusieurs centaines de milliers de francs issus des gens qui ont volé l'argent public. Il y en a qui sont pas condamnés, qui ne sont pas en prison. Est-ce que ça pose un problème de morale? Je vais dire une chose. Problème d'éthique. Maître n'a pas fait un discours d'avocat. Non. Vous avez fait un plaidoyer pour les bandits, de gros bandits. C'est pas un problème d'individu. J'ai mon cousin qui est dans l'opération Pervier. C'est un problème de principe. Ce n'est pas normal que des gens qui ont dilapidé des centaines et des centaines de milliards donnent l'impression qu'ils sont bien traités, qu'ils n'ont rien à faire. À la limite, comme l'autre a commenté sa décision, qu'il est là de façon injuste, qu'ils sont là parce que Bialor en veut, et que normalement ils devaient être dehors. La preuve, l'homélie de l'archevêque, c'est que la prison n'est rien, vous êtes encore plus libre comme vous êtes ici. Ça pose quand même un problème. Vous savez, vous avez fait le plaidoyer d'une république de copains et de coquins. Vous volez l'argent, que vous avez volé beaucoup d'argent, vous devenez plus grand. Absolument. Au point que même quand on vous arrête en prison, vous êtes un grand prisonnier. Et vous êtes bien traité. Ensuite, si vous remboursez, on vous dit vous allez... Tous ceux qui ont volé des portables, ils sont en prison. Tous les petits voleurs. Monsieur, arrêtez de faire des choses comme ça. Parce que justement, vous créez le sentiment... La fracture sociale. Et Limbi a dit qu'il vaut mieux aller voler des centaines de milliards. On va s'arranger une vie dorée après la prison. Alors, peut-être on va donner juste merci, monsieur Bouba. De préciser une ou deux choses avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Je suis un peu gêné parce que... je ne voudrais pas créer la victimisation. Je dis, je ne tiens pas un langage de politicien, je n'en suis pas un. Je dis, le malheur, pour nous, c'est que la loi sur le TCS a été votée par les parlementaires camerounais. Et les parlementaires, c'est qui? C'est une représentation nationale. Ça veut dire que c'est nous, les Camerounais, qui avons voté cette loi, qui permet à ceux qui ont détourné les fonds publics de restituer le corps des délits, et qui offre la possibilité au ministre de la Justice d'ordonner ou pas l'arrêt de poursuite. C'est une possibilité, c'est pas le principe. Je pense que je vous prête pas le mot. J'ai dit qu'il offre la possibilité. C'est une faculté. C'est un pouvoir discrétionnaire. Parce qu'on dit, le ministre de la Justice peut. Oui. Voilà. Ça dit, il peut ou non, n'est-ce pas, ordonner l'arrêt de poursuite. Donc, il peut aussi autoriser l'exhibition de la fortune. Voilà. En prison. Je suis souvent gentil d'écouter les autres. Oui, mais on veut que tu nous expliques je pense que c'est intéressant qu'on développe. Laissez maître développer. Vous le laissez aller. C'est pas une question d'amphithéâtre. J'ai dit ceci. Maintenant, on va continuer, s'il vous plaît. Vous comprenez quand même que ça rebute, que ça choque les gens. C'est le peuple camerounais qui l'a voulu ainsi. Non, le peuple n'a pas voulu que les gens exhibent leur fortune en prison. D'accord. Ça ne fait pas partie de la loi structurant le DCS. Et les bilobés, vous allez permettre... Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, heureusement que M. Nkomla s'est bien dit, parce que c'est un excellent juriste aussi. Il y a un principe qui est constitutionnel. C'est celui de la présomption d'innocence. C'est pas parce qu'on est en détention préventive, ou si on veut le dire ainsi, en détention provisoire, que forcément on sera déclaré coupable. Mais maître, celui qui a commenté la décision de justice est définitivement condamné. Je vous en prie. C'est pas je ne voulais pas faire de la casuistique. Je ne parle pas du cas par cas. Ah d'accord, globalement. Je parle de manière globale. La loi, elle est générale, elle est impersonnelle. Maintenant, il peut y avoir des comportements déviants. Ça, c'est un fait social que vous, les politiciens, vous êtes libres d'analyser. Mais moi, je ne me contente pas de ça. J'en ai assez. Moi, je dis pas les avocats. Nous, on est des politiques. On n'est pas les politiciens. D'accord. Un politicien, c'est un combinat.
Un politique, c'est celui qui s'occupe des faits de la cité. Et moi, je revendique le statut de politique. J'ai un métier, je suis banquier. Vous m'appelez politicien, ça veut dire que je concorde les choses tordues. Vous préférez le mot politique. Vous êtes un homme politique. Les autres, ça sont pour... Ah non, c'est ça la vraie. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. C'est la définition exacte. Vous êtes un homme politique. Mais je ne vais pas laisser passer le fait que vous parlez à vous d'ailleurs. Terminé. Parce que le malheur, c'est que... Non, j'ai dit, il y en a qui disent ça. Moi, je ne peux pas le Vous dire. n'êtes pas, vous n'avez pas interdit de le dire. Non, moi, je ne peux pas le dire. Je suis dans une famille d'avocats. Je voulais respecte dire l'avocat. Mais qu'il y a respectez des le politique principes aussi. cartésiens. Et qu'on se le dise. Quand on va analyser ce qu'on appelle le pacte social, qu'on le veuille ou non, nous tous nous sommes quelque part en prison. Parce que nous sommes libres. Je vous avoue, je ne fais pas la philosophie du droit, mais je fais du droit. Nous sommes libres dans les limites que la loi nous a fixées. Et alors, il faut C'est la abolir raison la pour loi. s'il vous plaît. On peut Donc pour dire qu'on ne peut pas être liberticide. Parce qu'il y a des lois qui nous encadrent. Tout à fait. Tout comme pour celui qui vient en milieu carcéral, le milieu carcéral a ses règles. Oui. Si maintenant vous estimez, vous peut-être comme moi, qu'il y a quelques règles dans le milieu carcéral qui ont été violées, libre à ceux qui sont en charge, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons fait. Et c'est ce Merci, que nous avons merci. fait. Nous Je sommes. dis simplement que, laissez-moi parler en tant que juriste, c'est en tant que juriste que j'étais invité, et je vous donne simplement le point du juriste, sans état d'âme. Mais un Ok, point de merci vue est maître. un point comme tous les points. Nous allons peut-être pas avoir la transition avec la revue de presse, juste pour rester sur ce sujet qui concerne l'opération Épervier. Ce sera la première thématique consacrée à ce programme. Une bonne douzaine de responsables, ministres, directeurs généraux ont été appréhendés la semaine dernière et d'autres cette semaine. On parle de l'opération Épervier qui reprend. Elie Bilobel, je commence par vous. Est-ce qu'on peut dire que l'oiseau s'est brutalement réveillé pour happer les victimes de l'opération Épervier? Je suis pour que notre pays lutte activement et profondément contre la corruption. Mais cette lutte-là doit se faire de façon juste. Parce que si elle se fait d'une manière qui serait à géométrie variable, les effets pédagogiques vont être perdus. On va gagner peut-être en arrestation des individus ici et là, et on aura le sentiment qu'il y a une injustice. Certains que tout le monde voit comme des gens qui devraient être interpellés, devraient répondre de leur fortune. On remet ça à un temps indéterminé, à la discrétion du président, et d'autres sont arrêtés, parfois activement, etc. Je souhaite qu'une opération de salubrité publique comme celle-là se fasse de manière juste et impartiale. Il ne semble pas que c'est le cas, parce que l'émotion, le jugement de peu de valeur que l'opération Épervier emporte fait en sorte que on n'attend pas d'elle beaucoup de choses. D'ailleurs, on constate que la première vague des arrestations n'a pas fait en sorte que dans la société, on ait le sentiment que les gens ont décidé de voler moins. On ne s'attendait pas, après tout ce qu'on a déjà arrêté, qu'il y ait encore de nouveaux voleurs, comme les Atanganakuna et bien d'autres. Il n'est pas encore condamné. Non, je ne sais pas si l'État qui le détient là-bas, lui, vaut une présomption d'innocence. Peut-être que c'est les juristes, les maîtres et autres. Mais j'assume ce que j'ai dit. Ce que je veux dire pour terminer, c'est que dans tout ce qui se passe au nom de l'opération Épervier, moi, une interrogation me vient à l'esprit et est renforcée. C'est que qu'est-ce qui peut expliquer dans notre société que des gens, depuis leur enfance, qui ont bénéficié très souvent de meilleures conditions, qui ont été éduqués de façon tout à fait exemplaire, qui n'ont pas connu de préjugés défavorables quant à leur personnalité et leur état d'esprit, comme étant des voleurs, les Atangana et bien d'autres, personne ne les a jamais soupçonnés dès leur enfance jusqu'à ce qu'ils entrent en fonction. Personne n'a jamais imaginé qu'ils pouvaient être des prédateurs de cette nature. Qu'est-ce qui se passe dans notre société, dans les états d'esprit, pour que le jour où on installe quelqu'un dans un poste où il est gestionnaire de la fortune publique, du coup, il se transforme en prédateur? Qu'est-ce qui se passe pour que notre société soit capable de produire ce type d'individu? Parce que si nous ne résolvons pas cette énigme-là,
on aura toujours une opération épervier à durée indéterminée qui ne s'arrêtera jamais parce que la société produira autant de grands malfaiteurs que nous en mettons en prison. Alors peut-être qu'on va voir la réponse à votre question tout à l'heure avec... Moi, je voulais donner la non, réponse. vous préférez donner la la réponse réponse. est Non, mais laissez le procureur parler. on va répondre. Non, je pense que la réponse est simple. Oui. C'est la structure de notre régime. Non, c'est Ce régime, monsieur Koum, se nourrit du vol, de la corruption, du népotisme. C'est pour cela que, indépendamment de la qualité des individus qui y sont, ça produit toujours, malgré l'opération des prédateurs de la fortune publique. C'est pour cela que le débat sur la forme de l'État est un débat complètement hors concours. Ce qu'il faut poser comme problème, c'est quelle est la nature de notre État? C'est un État qui encourage le vol. Absolument, monsieur Koum. Malheureusement, c'est l'État du renouveau. C'est pour cela que peut-être que monsieur Koum veut prendre la parole pour défendre son État. Non, je vais prendre la parole pour dire plusieurs choses. D'abord, ici, j'ai la chance que mon voisin, qui est un très grand prédicateur, Elie Bilobert, nous a apporté la Sainte Bible en ce dimanche de Pâques. Le vol ou les détournements de fonds sont aussi des vieilles questions depuis l'époque de Jésus-Christ. Vous connaissez dans les Actes des Apôtres, Anania et Saphiria sont morts parce qu'ils ont détourné les derniers de l'Église, du culte. Donc c'est inhérent à la nature humaine. Maintenant, je suis d'accord avec Abel sur un principe. Dans un état de droit, il ne faut pas mélanger le copinage, le sentimentalisme, le juridisme et le principe. Le principe est que le trésor public, c'est pour construire le bien-être social. C'est qui doit construire une société de solidarité, une société... Il est respecté dans le renouveau. Et justement, oui, dans le renouveau, c'est un objectif prioritaire. Maintenant qu'il y ait des gens... Très lointain. Mais s'il te plaît, je ne suis pas ton ventriloque, laisse-moi parler. Donc, qu'il y ait des gens maintenant qui réussissent à rentrer dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et qui utilisent des positions pour réaliser des objectifs individuels, c'est pour le regretter comme Abel. Et il faut être intransigeant, intraitable avec le principe, il faut les juger. Vous pouvez maintenant répéter comme vous voulez que c'est une opération d'épuration, c'est pour annuler, c'est votre problème. Mais la vérité est que le paysan de Ndébi, Andom, qui est le village de mes ancêtres, qui doit mettre un jour, parfois deux, pour aller de Douala, chef-lieu de la région du littoral, et pour arriver chez lui, se demande que cet argent, dont on dit que certains hommes auraient pu réduire sa souffrance. Quand vous pensez que... Ma femme-mère me disait, quand tu as soif, prends un verre d'eau, bois. Ne finis pas la bouteille parce que je suis dans une famille nombreuse et ne détourne pas une rivière. Le problème, c'est que, et Abel le dit, il y a un problème maintenant, c'est-à-dire le vol est devenu exponentiellement incontrôlable. Comment un seul homme peut dépenser 100 milliards? Je demande à mettre, moi je suis banquier, vous savez, pour porter 100 milliards, ce sont des tonnes. Comment un seul homme peut dépenser 100 milliards? Comment un seul homme peut être propriétaire de 89 titres fonciers? Comment un seul homme peut avoir 50 véhicules? Comment un seul homme peut avoir 10 maîtresses? Bon, donc, si on revient là, effectivement, le lieu est ouvert pour qu'on ait un débat de société. Est-ce que c'est un problème culturel? Est-ce que c'est parce que l'état de droit n'est pas assez répressif? Est-ce que le pouvoir ne fait pas peur? Ce sont des questions qui sont ouvertes. J'ai ma position là-dessus, mais je pense que ce n'est pas la nature du pouvoir? Ah oui. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour mon ami et mon aîné, Anissé Ekane. Mais à force de vouloir faire passer le Rassemblement démocratique comme une association de gangsters ou criminels, ça ne passe plus. Ça ne passe plus parce qu'à chaque élection, le peuple souverain fait confiance à cette association. Donc, passons à autre chose. Ce n'est pas un objectif politique. Et ceux qui prennent la liberté avec le trésor public, quand ils sont pris dans les mailles, nous devons avoir de l'humanité pour tout prisonnier. Mais il ne faut pas avoir le discours comme j'ai vu certains qui disent nous pouvons combattre les terroristes de l'Amazonie, du Boko Haram avec des roses ou des fleurs. Non, on combat le mal par la violence, par la force légale. Point. Maître on s'interroge un peu sur la procédure, j'allais dire même la théâtralisation de ces arrestations, du moment où ces responsables, tant qu'ils ne sont pas condamnés, ils ont la présomption
d'innocence. Est-ce que pour vous, toutes les procédures du TCS sont respectées au cours de ces arrestations? Monsieur Bouba, vous parlez de je vais me répéter, la théâtralisation. Ça, c'est peut-être dans l'opinion la manière de voir, n'est-ce pas, le suivi des procédures au niveau du TCS. En fait, ce n'est pas le TCS qui fait l'objet, n'est-ce pas, de ces simulacres. C'est simplement l'opinion publique qui veut donner en pâture ceux qui sont poursuivis. Tout à l'heure, tout le monde était unanime pour dire que ce soit ceux-là qui sont appelés des déteneurs de fonds publics, ils ont commis des infractions comme toutes les autres infractions. Mais simplement, il se trouve que, et c'est là l'importance de votre question, est-ce qu'ils sont traités au même titre que tous les autres Camerounais? Et en ce moment, je dis oui. Parce qu'en fait, la Constitution du Cameroun protège tout le monde. Tous les Camerounais sont égaux devant la loi. En principe. Sur ce que je voudrais dire relativement au TCS, ce qu'il faut comprendre, c'est que devant la loi, quand on fait l'objet d'une procédure pénale, il y a des grands principes qui doivent être respectés. Un, c'est la présomption d'innocence. Heureusement que monsieur, comme le rappelait fort à propos. La deuxième chose la plus importante, c'est le droit à ce qu'on appelle un procès équitable. Quand vous mettez les deux ensemble, je réponds par l'affirmative que ce soit pour les petits bandits, si on peut les appeler ainsi, que pour les grands, ils ont droit tous à la présomption d'innocence comme le droit à un procès équitable. Ce que les gens doivent savoir sur le plan de la procédure en matière de détournement de deniers publics relativement au TCS, c'est que c'est un crime. Et comme crime, ils font l'objet de poursuites d'abord devant le corps spécialisé des officiers de police du TCS. Parce qu'aujourd'hui, il y a un corps spécialisé uniquement pour les détournements à hauteur de 50 millions. Quand on est parti de là, n'est-ce pas, on est déféré devant le procureur général, n'est-ce pas, après le TCS, et qui lui saisit un juge d'instruction. Dans la matière de crime, il faut savoir que l'information judiciaire est obligatoire. C'est une phase obligatoire. Et c'est à l'issue, n'est-ce pas, de cette phase qu'on décide de vous renvoyer devant la juridiction de jugement. Et se passe ainsi pour les juridictions inférieures. En matière de crime, l'information judiciaire est obligatoire. Et quand on parle de détournement de deniers publics, c'est la peine encourue. N'est-ce pas, elle est supérieure ou égale à 10 ans pour le minimum et supérieure. Donc, pour les petits comme pour les grands, la procédure est respectée. Ah non, les petits voleurs de Colombie n'ont pas de climatiseur. Je vous en prie. Maître. Non, les petits voleurs n'ont pas de climatiseur. Monsieur, comme s'il vous plaît. On est là, n'est-ce pas, pour essayer d'apprendre quelque chose. Il ne faut pas confondre la poursuite et la détention. Oui. Si vous dites qu'ils n'ont pas de climatiseur, là nous parlons du milieu carcéral. Oui. Ce n'est pas une question de poursuite. Tout est un milieu de détention. Oui. Donc on m'a posé la question relativement à la procédure. Non, je vous explique la procédure. En matière délictuelle, l'information judiciaire n'est pas obligatoire. À part, n'est-ce pas, si dans les cas d'hypothèse, on a un mineur. Quand on a un mineur, l'information judiciaire est obligatoire parce qu'il y a un mineur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les procédures usitées dans les juridictions, n'est-ce pas, il y a des procédures qui font l'objet d'un passage obligatoire devant un juge d'instruction. Il y en a qui ne le font pas. En matière délictuelle, par exemple, il est possible que par voie de flagrant délit, on puisse vous poursuivre. Ça doit vous apprendre aujourd'hui. Dès le soir, vous êtes devant un juge. Alors, quand il y a réalisé avec ces arrestations, est-ce qu'on n'arrive pas à la banalisation de la fonction publique quand on voit des hauts commis de l'État, des directeurs généraux, des ministres en fonction, des anciens ministres. Vous voulez parler de la désacralisation. Désacralisation. Voilà, parce que la banalisation serait même démocratique. Oui. La désacralisation, c'est que certains d'entre nous fuient les postes. Je fais quand même une petite remarque. Ce qui me gêne lorsque je prends la parole, c'est qu'il nous énonce des principes qui ont cours dans un pays que moi je ne connais pas. Celui que moi je connais, maître, c'est que quand vous allez au tribunal de première instance, au tribunal de grande instance, vous voyez des gens qu'on condamne en 15 minutes. Il n'y a pas d'avocat. En flagrant délit. En flagrant délit. En 15 minutes, pas d'avocat. Vous allez au TCS, vous avez des bandits qui ont 15 avocats. 15. Ils vont en prison, ils sont bien traités. L'archevêque vient les bénir. Ça, c'est le Cameroun. Ce n'est pas un pays imaginaire avec les principes que vous évoquez là. C'est de ça qu'il s'agit. On est en train de discuter de la réalité du pays. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il vaut mieux voler 50 milliards qu'un sac ou un téléphone portable? C'est ça le Cameroun d'aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est peut-être pour cette raison qu'on a créé le TCS qui est, le TCS est chargé de juger de ce genre de problème. Petite précision. Il a un petit vice, ce TCS-là. Il apparaît comme le tribunal des copains et des coquins. C'est ça le problème du TCS.
Ce n'est plus le droit commun alors que ce sont des délits de droit commun. C'est des grands délits. Je vais ajouter une chose. Vous savez, comment poser la question tout à l'heure? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, moi j'ai fait une école confessionnelle chez les catholiques à Liberman. Mais je retrouve mes camarades de Liberman, ils sont à Kondengi, ils sont à Nubel. Mais on a eu la même éducation. Donc ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas la société. C'est la nature de cet état qu'on a qui fait en sorte que quand on te nomme DG, on te donne une plantation dans laquelle tu dois puiser tous les jours. On te met ministre, tous les enfants, tout le ministère parle la langue de la région. C'est ça l'état du renouveau, monsieur Koum. Et ça, c'est vérifié par tous les Camerounais. Vous êtes dans un ministère, vous avez un originaire Bassa. Tout le monde parle Bassa. Vous allez... Non. Tout sauf ça. Non, qui prenne l'exemple ailleurs. Bon, alors... Qui prenne l'exemple ailleurs. Non, tout le temps. L'exemple du ministère de l'Agriculture. On ne parle pas de droit au ministère de la Justice. Au ministère de l'Agriculture, voilà, tout le monde parle Bassa. Deuxièmement, d'abord, quand on le nomme, on fête au village. Les chefs traditionnels fêtent. On remercie le chef d'État de nous avoir donné notre entreprise. C'est ça la nature de l'État. C'est ça qui crée problème. C'est pas une mauvaise éducation, c'est pas la mentalité. C'est cet État-là néocolonial du renouveau qui a créé les conditions du braquage à ciel ouvert des caisses de l'État. Oui, merci, Monsieur Bouba. Vous savez, il ne faut pas laisser dire certaines choses. Comme M. Ekane dit qu'on peut juger et condamner quelqu'un en 15 minutes, ce n'est même pas imaginable. J'ai vu ça pour les enfants de 2018. 2008. On les a envoyés à 5-10 minutes en prison. C'est pas des histoires. Ah oui. Ce n'est pas ça. Monsieur Ekane, je vous dis que dans ce Cameroun dans lequel nous vivons, c'est impossible. La première chose qu'il faut savoir, c'est que même au stade de l'enquête préliminaire, on vous demande si vous souhaitez vous faire assister à un conseil. Et la loi a inscrit le terme conseil pour permettre à tout le monde de se faire défendre. Conseil, ça veut dire que vous choisissez une personne de votre choix qui peut assurer, n'est-ce pas, la sérénité de l'instruction d'un dossier. Ça veut dire qu'on n'a pas fait le ministère de l'avocat une situation de monopole. Parce qu'on est bien conscient de ce que tout le monde ne peut pas s'attacher les services d'un avocat. Il y a plein de prévenus qui se présentent à Bonandio sans avocat. Plein. Je vous en prie. Et à l'aide juridictionnelle. Maintenant, je vais plus loin pour dire que en matière délictuelle, comme en matière criminelle, n'est-ce pas, la première chose qu'on vous pose comme question quand vous arrivez à la barre, c'est si vous avez l'intention de vous faire juger maintenant. C'est inscrit dans le code de procédure pénale. C'est une obligation légale. La deuxième question qu'on vous pose, c'est si vous avez envie de vous faire assister par un avocat. La troisième chose, on vous demande à vous si vous sollicitez un renvoi ou si vous voulez vous faire juger tout de suite. Si quelqu'un répond par l'affirmative qu'il aimerait se faire juger tout de suite, il est donc normal qu'on le offre. C'est un choix, c'est une latitude. Mais je dis, il est impossible que dans un procès pénal, que quelqu'un puisse se faire juger et condamner en 15 minutes, ce n'est même pas imaginable. Maintenant, pour l'aide juridictionnelle, vous voulez faire allusion, dans notre jargon, nous parlons de commission d'office. Il faut savoir que ce n'est qu'en matière criminelle. Et pour une peine encourue de mort. Ça veut dire que pour les autres infractions, vous êtes libre de choisir un avocat de votre choix, mais pour la peine la plus lourde que vous encourez, l'État vous donne un avocat pour vous permettre d'assurer votre défense. Merci, maître. Voilà ce qui est important de dire. Les avocats ne courent pas parce que c'est pas bien payé. Précision. Je voulais relancer Elie Bilobé sur cette question. Comment comprendre, par exemple, qu'on nomme des gens et qu'on les maintienne à des postes aussi stratégiques et importants, alors que ces personnes sont épinglées par la CONAC et par déjà, ils sont épinglés par la CONAC et le Conseil supérieur. Oui, ça fait partie des dérives que nous décrions. C'est des choses que ceux qui les font ne pourront jamais venir en public nous expliquer pourquoi ils ont fait cela. Pourquoi vous êtes chargé de nommer à des fonctions publiques? Vous savez que la personne qui vous est proposée est en indélicatesse avec votre propre politique. Les principes de gouvernance que vous énoncez, les principes généraux de droit qui fondent l'État que le maître énonce, vous le décideur, vous décidez quand même de nommer le préposé à des fonctions plus élevées encore. À partir de ce moment-là, ma question revient
Anissé l'explique à sa manière. J'attends que Hervé comme nous apporte son point de vue philosophique sur cette question. Je n'ai pas de réponse sur ce point. Ah, voilà, tu as demandé qu'on réfléchisse sur ça. Il faut qu'ensemble nous réfléchissons. Parce que pourquoi est-ce que de mauvais... réfléchit depuis 35 ans. Non, c'est-à-dire... Vous m'avez pris la parole. S'il te plaît, une seconde. Dans le statut de haut fonctionnaire des technocrates en général, toute activité confondue, il y a la norme. Et je crois qu'ici, les gens sont souvent hors norme. Parce qu'on vous désigne quelqu'un pour administrer une entreprise, il ne sait même pas lire un bilan. Et c'est autant en poste qu'il va faire des stages pour lire le bilan. Ce monsieur-là représente un problème. Et donc, je pense qu'une des réponses, c'est que nous avons un problème ici de notre élite et qu'il va falloir un jour affronter ce débat, qu'on le veuille ou non. Parce que souvent, certains derniers de la classe sont devant, alors que ceux qui savent sont derrière. Et c'est pas normal. Je suis donc d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord parce que je suis de ceux qui n'arrêtent pas d'appeler les élites camerounaises à venir s'occuper de la politique de ces pays. Parce que comme dit Hervé, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans le champ politique qui ne sont pas qualifiés pour y être. Cependant, ma réponse n'est pas toujours entière. C'est le lieu pour moi de rappeler un principe de la Constitution. C'est l'article 66. Il dit ceci. Le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement est assimilé. Le président et les membres, le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tout détenteur d'un mandat électif, dont y compris nous-mêmes les conseillers municipaux, les secrétaires généraux des ministères et assimilés, les directeurs des administrations chargés de l'assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire de crédit et des biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens et avoir au début et à la fin de leur mandat, de leur et de leurs fonctions. C'est la Constitution. Article 66. Et la Constitution dit: une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article et en précise les modalités d'application. Pourquoi on n'applique pas l'article? Parce que les modalités d'application ne sont pas définies. La loi qui doit définir les modalités serait celle qui devrait dire chez qui on déclare ces le mécanisme. Comment on les déclare? C'est en cachette, c'est sous sein privé, c'est solennellement, devant quelle institution? La personne qui doit mettre en place cette loi-ci existe. C'est le président de la République. Cette personne existe. Ce n'est pas un Velcom qui met en place la loi. La loi est mise en place au Cameroun par deux personnes. Soit c'est le président de la République qui propose ça au Parlement, soit c'est un député ou un groupe de députés qui propose ça au Parlement et le Parlement en débat, arrête, vote, le président promulgue. Les mécanismes de production d'une loi sont donc là et ils fonctionnent. Ces mécanismes fonctionnent puisque nous avons à peu près plus de 300 lois en vigueur au Cameroun. C'est le même président qui a produit ces lois. Pourquoi cette loi-ci, il ne la produit pas et il engage quand même la lutte contre la corruption alors qu'il a introduit dans la Constitution la base même de la lutte contre la corruption. Nous sommes donc dans un système où le président veut faire amende honorable. Il exprime une bonne volonté politique, justifiée, légitime, que personne ne pourrait lui retirer, mais en même temps, il refuse de mettre en place les mécanismes qu'il a édictés lui-même pour produire l'efficacité que nous recherchons. Résultat des courses, l'opération épervier ne donne pas le message pédagogique. J'ai demandé à Hervé, avons-nous le sentiment que depuis les premières arrestations jusqu'à celle-ci, notre société craint maintenant? Il a parlé de sublimation. C'est le mot que nous devons utiliser. Sublimer la fortune publique. La fortune publique doit être maniée avec délicatesse. On doit craindre de la gaspiller. Est-ce qu'il a le sentiment que ces états d'esprit
ont été atteints, obtenus du fait d'une lutte rigoureuse, méthodique, impersonnelle, comme l'a dit Maître, pour contre la corruption? C'est la question, je voudrais qu'il réponde à ça. Il aura peut-être... Non, je vais surprendre en 2 secondes. Mais Abel, ce n'est pas parce que c'est pas, je suis totalement d'accord avec Abel Rimilobé. Ah bon? Et je vais même plus loin. Je dis que si on devrait mettre en vigueur l'article 66, ça renforcerait la légitimité des opérations éperviers et consorts. Oui. Je suis d'accord avec Abel. Pour que ça continue, il faut qu'on sache le début et la fin. Moi, j'ai vécu à l'étranger dans un pays que nous avons partagé avec Anissa. J'ai vu l'exemple de Claude Chesson. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Le jour où on a nommé Claude Chesson ministre des Relations extérieures de la France, il avait des actions du journal Le Monde. Il a présenté ses actions, les a cédées à une autre entité pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre lui et ce média qui est très influent. Je pense donc aujourd'hui que beaucoup de gens qui sont en charge de la gestion du trésor et de la fortune publique, on devait commencer à savoir quel est le périmètre de leurs biens personnels et que ça ne soit pas le hasard. Vous voyez, l'enrichissement sans cause est devenu le sport ici. Je ne veux pas citer les quartiers qui sont vraiment maintenant les hauts lieux des braqueurs, c'est-à-dire les plus grands rassemblements de voleurs. Vous allez valer de telle catégorie de voleurs, valer de ceci. Abel, ça ne devait pas te surprendre de ma part. Je suis protestant et je pense que ce n'est pas le travail qu'on doit gagner sa vie. Il faut qu'on applique l'article 66. Mais tous les autres sont catholiques et protestants aussi, Hervé. Mais tout le monde n'a pas le même protestant. Alors comment se fait-il que le groupe parlementaire RDPC, qui est chargé de contrôler l'activité du gouvernement, ne pose pas la question des décrets d'application de la loi de l'article 66 tout n'est pas parfait depuis des années? Tout n'est pas parfait chez nous. Ah, mais c'est grave. Oui, c'est grave. Tout n'est pas parfait. Parce que on est perfectible. Ce point-là est en grande partie responsable de la décadence du pays. On est Bouba, s'il te plaît, perfectible. le président Anissé me donne une seconde pour dire que pourquoi tu parles du groupe parlementaire du PC? Aucun groupe parlementaire, y compris le SDF, l'ancienne famille de Rimbi. Mais il y a une obésité. Aucun groupe parlementaire n'a interpellé le chef de l'État en disant mais monsieur le président, mettons en place l'article. Peut-être que le président en 85 ans, il peut oublier. Peut-être qu'il a oublié qu'il faut mettre en place la loi d'application de l'article 66. Alors, Maître Maï, sur cette question, quand même, on se rend compte qu'il y a des publications qui apparaissent dans les réseaux sociaux, des convocations, des enquêtes préliminaires au TC. Est-ce qu'il n'y a pas violation de l'enquête dans cette procédure, secret des instructions? Disons que je suis fort à mon aise avec l'ouverture que vient d'avoir M. Rimilobé. Naturellement, la lecture importante des dispositions de l'article 66. Mais là, je voudrais quand même signaler que, et ça c'est le malheur des politiques, parce qu'ils ont refusé le mot politicien. C'est que nous sommes au Cameroun, malheureusement, dans ce qu'on appelle le consensualisme rédhibitoire. Ça veut dire qu'on a mis en place une constitution qui était avant-gardiste, et on est surpris que 22 ans après, il y ait un cadre normatif institutionnel qui n'a pas été mis en place. On a vu le Conseil constitutionnel net. Mais le Conseil constitutionnel a été prévu déjà par la loi de 1996. 22 ans après, on aurait donc profité justement de la mise en place de ce Conseil constitutionnel pour dire ce qui semble même beaucoup plus important aujourd'hui. C'est cet article 66. La vérification préalable, la déclaration préalable des biens avant une entrée en fonction. Mais ça n'aurait même pas suffi. Parce que si on voulait vraiment lutter contre la corruption, ça maintenant, c'est l'avocat qui parle, et c'est important de le dire, on aurait dû profiter, n'est-ce pas, de l'édiction du code de procédure pénale, ou bien du code pénal nouveau aujourd'hui, pour incriminer une infraction qu'on a savamment mis de côté. Je dis, on a savamment mis de côté l'enrichissement illicite. Parce que si on veut simplement faire la déclaration préalable des biens, la finalité c'est quoi? C'est de faire le gap entre quand vous entrez en fonction et quand vous descendez d'une fonction, et qu'on regarde si effectivement, n'est-ce pas, vos avoirs auraient pu vous donner la fortune que vous avez au moment où vous descendez d'une charge. Parce que s'il faut analyser les choses, c'est M. Emmanuel comme l'a dit de manière imagée, pour rire un peu, si on regarde le nombre de villas qui poussent dans nos quartiers, et qu'on s'interrogeait une seule fois pour demander à la personne que, écoutez, vous faites même quoi? Hier encore, et ça je m'excuse parce que moi je suis avocat, hier encore les gens ne couraient pas vers la fonction publique. Mais aujourd'hui c'est la fonction publique qui produit les milliardaires. Et personne ne s'en offusque. Nous-mêmes nous en sommes quelque part responsables. Responsables pourquoi? Parce qu'on arrive d'abord à ces charges comment?
Posons d'abord la question. On peut faire de la science politique. Ce qu'on appelle pour les politistes le fait sociétal, ou bien le fait social. Beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, vont à la fonction publique, c'est pas tant pour le salaire. Et ce matin encore, j'avais une discussion avec des amis pour dire que si on a souvenance, ceux qui sont administrateurs civils sont en A1. Allez regarder la grille de salaire de ceux qui sont en A1. Ils ont 110 000 francs. Absolument. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui dans ce pays avoir 110 000, louer une maison qui coûte 200 000, ce n'est même pas imaginable. Mais les gens courent vers ces fonctions aujourd'hui pour le bac 6. La plus haute catégorie de la fonction publique, c'est la fonction publique, c'est la A2. Et c'est les anciens qui sont A2. Il y a eu ce qu'on appelle une création d'un statut spécial de la magistrature. Mais il faut bien qu'on se dise que le salaire d'un fonctionnaire moyen n'est pas encore permettre de construire les immeubles. Donc cela était plus facile, de s'assurer effectivement de l'effectivité, n'est-ce pas, de l'article 66 prévu par la Constitution, et ensuite d'incriminer l'infraction, n'est-ce pas, d'enrichissement illicite. Ça aurait été réglé. Qu'est-ce qu'on a préféré faire, monsieur Boubagel, je suis par là. On est allé chercher la fileterie de loyer. La fileterie de loyer, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est pour protéger la fortune de ceux effectivement qui sont en train de bâtir, au détriment du bas peuple qui lui n'a rien. Imaginez-vous un instant quelqu'un qui peut prendre une chambre de 10 000. Si son employeur, lui, ne l'a pas payé, il n'a pas réglé son salaire, il paye la maison, comment par la suite? Moment que Maître Mang ne soit l'avocat. Juste pour dire que... C'est l'avocat que j'aime. Juste pour dire que... Donc, comme malheureusement, et ça je m'incline parce que je suis d'abord un juriste, comme la loi c'est l'émanation de la volonté populaire, c'est ce qu'on nous a enseigné. Nous sommes tous faux, vous voyez? Et moi avec, parce que nous sommes encore tous des Camerounais. Oui. Nous sommes en direct de la foire internationale des affaires du commerce de Douala. Nous émettons en direct du stand de Canal 2 International à Bepanda. Merci pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous parlons de la question de l'opération Épervier qui a repris depuis quelques semaines. On va vous relancer sur cette question justement, Hervé Emmanuel Com, suite aux propos développés par Elimbi Lobet. Comment comprendre par exemple que depuis des années, depuis le début de l'opération Épervier, qu'on arrête les personnalités, mais que les gens n'aient pas peur de voler et que les gens continuent de voler de plus forte, belle manière. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans le fonctionnement de nos institutions. C'est-à-dire que ce soit au niveau des entreprises publiques ou de l'administration tout court, il faut qu'il y ait la plus grande leçon qu'on enseigne aux managers modernes aujourd'hui, c'est la théorie des conflits d'intérêts. Vous ne pouvez pas avoir une position de décision et votre partenaire, épouse, enfant, membre de la famille, ami, fait les marchés dans votre entité. Ici, maître, j'ajoute une troisième chose que maître vient de dire sur l'enrichissement sans cause. C'est les conflits d'intérêts, ce sont les conflits d'intérêts. Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un s'octroie les marchés dans un ministère dont il a la dernière signature, malgré la présence du ministère des marchés publics? Ça n'a pas fait évoluer les choses. Donc tous les jours, la lutte contre le banditisme économique est une lutte permanente. Et tous les jours, il faut être en avance et prévenir certains conflits, les conflits d'intérêts. Parce que vous allez voir, par exemple, que plusieurs choses qui sont reprochées à certains de nos amis relèvent tout simplement du fait que certains ont dévoyé leur position. Et je profite pour dire une chose, cela est gênant pour certains d'entre nous qui pensons que faire de la politique est noble pour essayer d'ensemble de bâtir la société de demain, le bien-être social. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des familles où, si vous appelez un membre de cette famille, vous dites, on va vous désigner ministre demain, je ne sais pas comment ça se passe, il y a des membres de la famille qui vont lui dire, qu'est-ce que tu vas faire dedans? Parce que nous, on a un nom et on n'a pas encore été mêlés à cela. Et c'est ce que Maître Mang et Limbi expliquaient tout à l'heure, que certains qui veulent prendre par les échafaudages, aller vite, vont dans la fonction publique, se mettent dans une position de braquage et utilisent les positions pour s'enrichir. Donc, vous me demandez, est-ce que la loi ne fait pas peur ou la prison ne fait pas peur? La nature humaine est terrible et elle nous appelle à une réflexion profonde. Et je dis, c'est tout le système qu'il faut réformer parce que, par exemple, il n'est pas normal que quelqu'un qui ne maîtrise pas une activité soit mis à la tête de cette activité. Et quand il y a lycée, on s'interroge quand même, les Camerounais,
Camerounais lambda voudrait comprendre pourquoi de cela. On parle d'une opération d'assainissement de mœurs. On dit qu'il y a des dispositions prises pour empêcher certains Camerounais, entre guillemets, de sortir du territoire camerounais, interdiction du territoire pour certains responsables. Comment comprendre, par exemple, la sortie ou la fuite d'Atangana pour le Nigeria? Rapidement, je voulais dire que il faut pas. Moi, je suis gêné par les réponses d'Hervé, parce qu'elle tend à faire croire que c'est une histoire de mentalité, une histoire d'éducation aussi. D'éducation. Je ne pense pas. Si. Même pas de compétences. Parce que, voyez-vous, tu viens de l'affirmer, que même quelqu'un qui est dans les meilleures dispositions mentales rentre dans ce foutu régime composé par vos amis. La structure de ce régime, sa nature, le fonctionnement, du fait que c'est des réseaux, c'est du clientélisme, fait en sorte que normalement un poste est l'aboutissement d'une carrière, ce qui n'est pas le cas. Deuxième chose, tu parles d'Atangana. Avant qu'il ne soit nommé ministre, il était déjà en délicatesse. C'est pour ce fait qu'il est poursuivi d'ailleurs. Voilà. Donc, ça pose un... Comment peut-on nommer à un poste de responsabilité quelqu'un qui a déjà des démêlés antérieurs? Ça pose un problème. Ça veut dire que soit le chef de l'État ne sait plus ce qu'il fait et que ce sont des réseaux mafieux qui dirigent ce pays. Et ça pose donc le problème. Ces réseaux mafieux sont des réseaux du RDPC, monsieur Koum. Il faut le dire. C'est la vérité. Je ne mets pas en cause ta bonne volonté de changer la situation dans ce pays. Mais il faut accepter quand même. Plusieurs des gens entre RDPC après la nomination de ministre, mais pas avant. Ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Il ne faut pas insulter les militants de base qui sont ici à Douala 5e, à Douala, pour dire que nous sommes tous des voleurs. Il y a des gens qui rentrent par les échafaudages et commettent des délits. C'est pour le regretter que je le dis. Je ne parle pas des militants de base, ce n'est pas ceux-là qui héritent des postes de responsabilité où ils peuvent s'attaquer à la fonction publique. Je parle de la crème, parlons ainsi, l'élite de votre renouveau, de votre parti. C'est de cette élite que nous parlons, à savoir que ça n'a rien à voir avec la qualité des individus. Votre système est bâti de cette façon, à savoir que quand on vous nomme à un poste de responsabilité, vous êtes tenu par la clientèle qui vous y amène. Vous êtes tenu par les réseaux qui vous y amènent. Forcément, il y a des retours qui vous amènent droit à Kondengi ou à Newbel. Je finis par rapport à la question que vous m'avez posée. Ça me gêne de parler de l'individu, mais ça pose quand même un problème. Comment se fait-il que quelqu'un interdit de sortir arrive quand même à sortir tranquillement à se retrouver au Nigeria? Pas un kidam, pas le monsieur non connu de la République, mais un responsable identifié. Il arrive à sortir du pays. Ça montre ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a quand même une chaîne de responsabilité, de complicité qui font partie de ces structures de régime de renouveau. Et c'est en cela qu'il ne faut pas poser le problème par rapport aux individus, par rapport aux mentalités, mais par rapport à la déstructuration de ces structures maléfiques qu'est le régime du renouveau. Moi je voudrais rassurer Anissé. Il y a des moments où il fait des analyses très pertinentes sur le plan objectif, mais lorsqu'il commence à les habiller de la mauvaise foi, il dénature son propos. Il y a deux choses. Je suis d'accord avec Anissé pour dire que le temps de la justice peut être aussi un temps qui pose problème ici. Parce que si vous regardez parmi les personnes qui sont actuellement à Kondengi sous l'opération Épervier, il y a une des personnes qui était à Douala et qui a une affaire dans une institution universitaire de Douala qui commence à être de plus de 10 ans. Il a été directeur de l'Institut universitaire de technologie. Après, on ne sait plus comment était l'affaire. Et subitement, au moment où il sort du gouvernement, ce n'est pas parce qu'il a volé l'argent d'une route, c'est l'affaire de l'Institut de technologie 10 ans avant qu'il vienne le rattraper. Et c'est là qu'il y a un problème, parce que je pense que si la justice avait le temps qu'il faut et Maître dira ce qu'il en pense, on devrait éviter qu'arrive aux responsabilités
des gens qui ont un problème avec la justice. C'est-à-dire que ces gens-là devraient être, malgré la présomption d'innocence, être d'abord de côté pour ne pas mélanger. Parce que le plus grave dans la situation actuelle, c'est que la politique est en train de perdre sa crédibilité. Vous voyez un ministre, 3 jours après qu'il soit relevé du gouvernement, qui est dans un statut de fugitif. Mais c'est un drame pour notre République. On devrait dire que c'est mauvais pour nous tous. Et ce n'est pas le monopole du RDPC, parce que pour l'instant, c'est le RDPC. Pour ceux qui se déclarent, qui sont à côté de la mangeoire. Mais si on allait voir aussi les anciens amis de Limi Robert, qui font les marchés publics, qui ne délivrent jamais, et bien c'est tout le monde qui irait. Donc nous devons, en tant que politiques, réfléchir et dire, comme tu as posé une question fondamentale, comment faire pour arrêter cet état de choses qui n'honore pas la politique et la République au Cameroun? Elie Robert, on peut se poser la question sur l'opportunité de l'opération Épervier qui reprend au moment où la crise anglophone passe son temps. Est-ce que c'est une diversion de la part du régime en place ou alors une épuration politique tout simplement? Non, ça peut servir à ça. Celui qui met l'opération Épervier en place, moi je ne vais pas entrer dans son cerveau pour aller chercher là-dedans les motivations. Ce qui est vrai, c'est que le pays est corrompu et qu'il faut lutter contre la corruption. Absolument. C'est pas discutable. Et que le président de la République a vu que la corruption est devenue un problème. C'est pour ça qu'il a introduit l'article 66 dans la Constitution. Maintenant, le problème, c'est ça fonctionne comment? Je reviens à Tanganakuna. Si ce qui s'est passé au Cameroun et qui lui a permis de partir, s'était passé au Nigeria, il n'aurait pas été arrêté au Nigeria. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui s'est passé au Cameroun, à supposer que nous ne sachions pas ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, c'est ce qui lui a permis de sortir. Si le gouvernement nigérian avait fonctionné de la même manière, il n'aurait pas arrêté à Tanganakuna. C'est-à-dire que si ce sont des complicités et la corruption qui ont permis à M. Tanganakuna, qui était interdit de sortir du territoire, et que tous ceux qui sont dans la chaîne d'application de cette interdiction-là ont laissé passer. Si au Nigeria, on avait fonctionné de la même manière, Tanganakuna serait allé au Nigeria. Première conséquence, le Nigeria a donc mieux fait que nous. Il a refusé d'entrer dans les combines. Comme il y a eu peut-être un mandat d'amener, le Nigeria étant au courant, il a refusé les complicités, il a refusé les combines, il a fait arrêter à Tanganakuna, elle l'a remis aux autorités camerounaises. Nous devrions donc déjà remercier le gouvernement nigérian pour être plus élaboré en matière plus que nous, ce que personne ne fait. Maintenant, je reviens au Cameroun. Ça nous pose un problème énorme. Je souhaite que M. le Président comprenne que il parle, les gens ne veulent pas entendre. Il crie, les gens ne veulent pas entendre. Il réprime même, les gens font comme s'il ne fait rien du tout. Il doit se poser la question sur l'efficacité de ces méthodes. Pourquoi je suis président, je parle et vous n'entendez jamais? Je décris la lenteur administrative, vous n'entendez pas. Je demande de payer la dette intérieure. Les gens qui doivent payer la dette intérieure ne payent pas. Les entreprises privées, petites, souffrent. Alors que c'est le 31 décembre, en parlant à la nation, que le président a dit que il faut payer la dette publique. Quand il a dit ça, j'ai cru que ma petite facture qui est dans une entreprise parapublique de la place allait être payée. Moi, je suis blanchisseur. Je lave le linge d'un hôpital, d'une entreprise. Et on met 7 mois pour me payer. Alors que le président a dit de payer la dette publique. Donc, je veux que le président comprenne que il est arrivé à un stade où personne ne le craint plus. Je savais qu'il allait sauter la falaise. Il parle, personne ne veut écouter. Il doit faire comment? Il fait comment? Moi, mon conseil que je lui donne, c'est quoi? C'est premièrement de faire en sorte qu'il y ait un renouvellement de la classe politique.
On ne peut pas continuer avec une classe politique qui croit maîtriser le président. Nous sommes arrivés à un stade où le président n'a même pas encore nommé, mais les gens qu'il va nommer sont déjà connus. Ça dérange qui? C'est le président que ça dérange. Alors, Donc le président doit reprendre le taureau par les cornes. Mais je me demande comment. Parce qu'à 85 ans, le président est fatigué. Tu as ton père qui est décédé à plus de 90 ans. Le président et tu fais une est fatigué. fixation qu'il faut tuer tous les vieux. C'est ton problème. Mon père est décédé, à 90 ans. Voilà. Première chose, on lui avait interdit de s'occuper de tout. Ça, c'est Et votre de se famille. reposer. C'est pour ça que, On lui a dit de se c'est reposer. pour ça que tu as des problèmes. Mon père, C'est pour ça je suis que le tu as des dernier. problèmes de titre. Je suis le dernier fils de mon père. Ouais. J'ai 56 ans. Ouais. À 56 ans, mon père, quand il mourait, je devais déjà aller à la retraite. Ouais. Il ne peut pas arriver que je me lève le matin et je crois que c'est mon père L'âge est qui une règle grâce. mes problèmes. L'âge est une grâce. Le de Dieu. président Biya a formé les gens. Il a créé tout un parti. Il a nommé 309 ministres, je crois. Il a donné des occasions aux uns et aux autres d'avoir de l'expérience. Il a fini de faire tout ça. Il ne trouve personne pour exécuter ses ordres. Ok, merci Libi Lobé pour cette chute. On termine par vous, Maître Marmailly. Opération épervier, opération à double vitesse, opération à tête chercheuse. Est-ce que toutes les procédures sont respectées dans ces arrestations? Monsieur Bouba, je pense que dans votre question, vous avez vous-même la réponse. J'ai dit les procédures sont respectées parce que il faut bien comprendre que l'opportunité de poursuite ne nous revient pas à nous, l'opinion publique. L'opportunité de poursuite revient au ministère public. Maintenant, je vais faire de manière schématique pour que les gens comprennent. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais c'est la vérité. Et je l'ai dit, j'ai fait une interview à ce sujet pour dire que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que le parquet est hiérarchisé. Le chef du parquet, en fait, c'est le ministre de la Justice. Il faut que les gens le sachent. C'est lui le garde des Sceaux. C'est lui le patron des procureurs généraux, dans des procureurs publics. Et ce qu'il faut aussi que les gens sachent, c'est qu'un magistrat, n'est-ce pas, en détachement, reste un magistrat du parquet. Il faut que les gens le sachent. Maintenant, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a un lien vous m'avez très bien hiérarchique compris. avec Non, son je veux ministère. savoir, Il est si un magistrat du si parquet. un magistrat devient député, Ben, s'il est toujours en fonction, s'il est sur les listes, il est toujours vous savez, magistrat. il faut bien comprendre, parce que c'est Tu as important raison. que les Camerounais le sachent. N'est-ce pas, la magistrature, il y en a de deux sortes. Il y a la magistrature assise, Magistrature debout. et la magistrature debout. La magistrature assise, c'est les juges. Et c'est une fonction à laquelle on est appelé. Oui, et peut devenir procureur. Et puis il y a le parquet. Tout à fait. Sauf que chez nous au Cameroun, on ne choisit pas de faire carrière, n'est-ce pas, dans la magistrature assise ou à la magistrature debout. Tout à fait. On est promu. Alors qu'ailleurs, il y en a qui choisissent de faire carrière, Absolument. n'est-ce pas, au parquet ou au siège. Et quand on n'est pas juge, ça veut dire qu'on est parquetier. Et quand on est en détachement, ça veut dire qu'il n'est pas possible qu'on soit juge. Donc on est parquetier. Il faut que les gens le sachent. Donc, quand on dit que le ministre de la Justice peut ordonner l'arrêt de poursuite, s'il faut revenir au TCS, par paralyse de forme, c'est un principe de droit. S'il peut ordonner l'arrêt de poursuite, ça veut dire aussi que c'est lui qui peut enclencher les procédures. Ça, c'est ce qui est le b.a.-ba en droit. Mais ce qu'il faut bien aussi que les gens comprennent, c'est qu'il y a l'appareil judiciaire. Il y a, n'est-ce pas, le pouvoir exécutif. Et si on allait dans le cadre de la séparation de pouvoir, pour nous autres, sachant, ça nous pose un léger problème. Parce que le ministre de la Justice est quand même du pouvoir exécutif. Donc, on peut donc comprendre que dans le cadre de ces poursuites, c'est enclenché beaucoup plus haut. Parce que lui aussi, le ministre de la Justice, a un chef hiérarchique qui le nomme, qui est le premier ministre, qui est le chef du gouvernement, mais surtout qui est le président de la République. Donc, je conviens avec vous qu'il est possible qu'effectivement, il y ait une mainmise de l'exécutif sur le judiciaire. Maintenant, je voudrais me permettre de dire une chose, parce que les gens nous suivent. Monsieur Libi, tout à l'heure, a dit quelque chose d'important. Ce n'est pas à lui que je voudrais passer le message. Il a dit qu'il est blanchisseur, donc il fait des 4-9. En réalité, Oh, pas forcément, il y a des marchés supérieurs à ça. je vous en prie, arrêtez. Pourquoi je m'appesantis sur les 4-9? Nous tous, nous sommes complices de cette situation. je vais vous appesantir sans dire que je l'ai fait. Parce que Oui, non, c'est ça que je dis. J'ai envie de parler de vous. J'ai envie de parler de vous. Je dis simplement Il a que déjà dit. nous tous, la formule est suffisamment. je vous en prie. Je crois qu'il dit la vérité. Non, juste pour dire que nous tous, nous sommes complices déjà de situation. Parce qu'en réalité, les Ouais, c'est pas 4-9, c'est quoi? Les 4-9, c'est des marchés qui violent la C'est Constitution. le fractionnement des marchés. C'est les 4-9 qui violent la Constitution parce qu'il y a un principe
constitutionnel qui veut qu'il y ait un principe d'égalité. Voilà. Il y a un principe en droit commercial que monsieur qu'on ne peut ignorer, c'est le principe de la libre concurrence. Absolument. Et vous savez très bien que les 4-9 violent ces principes. C'est agréé. Puisque c'est de gré à gré. C'est-à-dire que ça fait du copinage, dont on parlait M. Anissé Kane, ça fait du copinage, ça fait des gens aux ordres, qui en fait roulent pour ceux aujourd'hui qui sont incriminés. Et je me posais la question de savoir, en toute humilité, en toute honnêteté, l'appel à concurrence fait du mal à qui? Parce qu'on aurait le moins 10 ans qui rendrait, n'est-ce pas, une certaine visibilité à la gestion de la fortune publique. Mais c'est nous-mêmes qui avons choisi ce mode de gestion administrative de la fonction publique, les 4-9. Et ça fait les 4-9 que nous qui je parle en tant que Nous Camerounais. les citoyens. S'il vous plaît. Ah non, non, moi, Nous les citoyens. Que vous reconnaissiez ou pas, je continue de dire c'est le choix de Terminez. la S'il vous majorité plaît, vous laissez terminer. obèse du RDPC. D'accord, on vous a C'est le peuple qui veut que la majorité C'est votre point de vue. soit C'est obèse. ça. dans tous les cas, la loi, c'est la volonté, l'émanation de la volonté populaire. Ok, d'accord. On Et vous je a... dis que dans le cadre de l'engraissement des responsables que nous avons, nous sommes quelque part un peu complices. Vous croyez que c'est Parce qu'en même temps, ce qu'il faut que les gens comprennent, nous parlons de détournement de fonds publics. Nous parlons de corruption. En matière de détournement de fonds publics, il y a peut-être, c'est un peu le summum de la sanction pénale. Mais la corruption n'est qu'un moyen pour arriver au détournement. Et il y a une kyrielle d'autres infractions, parfois qu'on laisse de côté. Le favoritisme, c'est une infraction. L'intérêt dans un acte dont vous avez fait allusion, c'est une infraction. Mais je voudrais dire deux choses. Dans l'histoire criminelle du Cameroun récent, il n'y a pas encore eu un seul procès de corruption au Cameroun. Ouais. Pour l'instant, on parle de détournement de fonds publics. Deuxième chose, vous croyez que les gars qui sont retenus, nos compatriotes qui ont des mailles là, ceux qui ont été jugés, moi je ne fais pas comme les autres, je considère qu'Aternakouna n'est pas encore jugé. C'est ça. Hein, il est présumé innocent. Mais ceux qui sont jugés, vous croyez que ce sont les 4-9 qui les ont envoyés sur des milliards? Non. Pour voler 100 milliards, il faut faire combien de 4-9? Donc ce sont des gens qui ne regardent pas la petite monnaie. Mais là où vous avez raison, c'est qu'ils le font pour avoir une clientèle d'obligés. En politique, c'est pire encore. Si je m'en vous dire combien est-ce que vous ne pouvez pas compter sur un camarade parce que votre concurrent qui occupe le poste de maire et tout peut lui donner 2 ou 3 marchés, il devient son follower passif comme dit le président. Donc, je voulais donc dire que relativement à ça, même s'il y avait comme à corriger, c'est fort à propos, Non, j'ai pas corrigé, même j'ai si ajouté. il n'y a pas eu de procès en corruption, mais la corruption c'est une infraction. Oui, mais Et il faut sûr, bien signaler sûr. ça aux Camerounais. Bien sûr. Dans le code pénal, il y a l'incrimination de la corruption active et de la corruption passive. Bien sûr. Il faut que les gens le sachent. sûr. Il est impossible pour quelqu'un d'aller prendre le milliard à lui tout seul. Non, Ce c'est n'est pas possible. Impossible. C'est toujours avec une kyrielle bande de de complicité, gens. ce qu'on appelle les mécanismes de montage et d'édulcoration qui font croire à un Les moment donné avocats, ils que- participent. Juste une petite précision pour dire à maître que le modeste blanchisseur que je suis lave les draps d'un hôpital qui a 12 lits et qui n'est pas un hôpital public. Et pourquoi tu vas aller être D'accord. payé? Non, merci. Comment tu vas aller être payé par le trésor? Je ne suis pas payé par le trésor. Je me plains tout simplement que ce que le président dit, Ça, c'est vrai. qui serait le bien Les de délais toute de la paiement. société, payer la dette publique, Les délais de intérieure. paiement. La dette intérieure. Alors, comme le trésor, les finances, et disait maître, la chaîne des responsabilités, décide de désobéir au président. La désobéissance gangrène donc toute la société, y compris les entreprises parapubliques, même les entreprises privées décident maintenant de déroger aux dispositions du code de commerce qui les oblige à payer leurs factures dans 90 jours. maître. Personne ne paye plus et nous sommes dans une situation extraordinaire. Le chef d'entreprise qui vous doit de l'argent vous paye quand il veut. Maître. Oui, je voulais finir et bon, on a plus 10 l'habitude de lâcher la secondes, parole. maître. 10 C'est secondes. important aussi dans un débat que En chacun 10 secondes, échange. maître. Je voulais donc dire que moi je pense pour ma part, parce qu'on se rend à l'évidence que la sanction pénale seule ne suffit pas. Il faut interroger le cadre normatif et le cadre institutionnel. On a mis au sein des ministères et des sociétés des cellules de lutte contre la corruption. Qu'est-ce Ça qu'elles font? devrait, justement, c'est la bonne question. Elles sont même folkloriques. Il y a, n'est-ce pas, des instruments de traçage, n'est-ce pas, des montages financiers, tels que la NIF. La NIF. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que la CONAC fait? Il faut interroger tout ça. Maintenant, moi, je voudrais finir pour dire que... Donc vous voulez donner raison Il y a- au président Anissé quand il dit que le problème est structurel. Non mais maître, c'est ne la nous- NIF ne qui nous a trompons permis, pas. c'est la NIF qui a permis qu'on retrouve
le trajet de quelqu'un qu'on a ramené au Cameroun. Ne nous trompons pas de cible. Mais je ne Je veux dis pas en simplement dire plus. que, qu'on le veut ou non, je ne veux pas jeter un doigt accusateur. Mais il y a ce qu'on appelle une responsabilité en cascade. Et M. comme l'a dit, subrepticement, mais en passant, nous tous nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Comment arrive-t-on aux charges publiques aujourd'hui? Les familles ont aussi une part de responsabilité dans tout ce qui se fait. Absolument, sur le côté. Quand il faut on assister les nomme concours. quelqu'un aujourd'hui, nous tous nous allons célébrer. Nous tous nous voulons. Mon Comme nous frère avons est les- en haut, mon frère est nommé, je suis en haut. Ce Et qui les s'est gens en passé dans font- le sud-ouest, on allait fêter la nomination des ministres délégués et puis on a permis aux ambazoniens d'enlever 40 personnes. Ça veut dire que nous sommes dans l'impasse et il faut qu'on change de façon de vivre. Merci, cher monsieur, sur cette Je n'aurai question. jamais terminé. On pourra épiloguer longuement sur l'opération Épervier. On va mettre un terme aujourd'hui sur la question. Peut-être on reviendra la prochaine fois quand on sait que c'est une information en cours. On aura certainement de rebondissements dans les tout prochains jours par rapport à l'opération Épervier. On parle maintenant d'un autre thème qui concerne les sénatoriales, avec dimanche dernier, l'élection sénatoriale deuxième du genre pour la République du Cameroun. On en vient à nous poser la question, les leçons à tirer et déjà des sénatoriales. Je commence par vous, Elimbi Lobé. Première réaction sur les élections tenues. Ce qui me paraît important, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai accepté avec beaucoup d'intérêt votre invitation, c'est de dire une première chose qui est que les gens sachent ce que c'est que le Sénat. Pour que les gens comprennent bien ce que je vais dire après, qui renvoie à tout le débat que nous venons de faire. Parce que nous sommes, comme vous venez de le dire, à la deuxième élection sénatoriale. Mais il me semble que nous sommes déjà en train de gâter ça. Comment ça? Nous sommes déjà en train de gâter l'élection des sénateurs. En faisant faire ce qui est contre nature. La Constitution dit dans l'article 20 que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Alinéa 2. Chaque région est représentée au Sénat par 10 sénateurs, dont 7 sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et 3 nommés par le président de la République. Cela veut dire que quand on va à l'élection sénatoriale, on veut dire qui doit représenter le littoral, qui doit représenter le centre, qui doit représenter le sud, etc. Il ne s'agit pas de représenter les populations, parce que les populations sont représentées par les députés. Il s'agit de représenter les régions. Et sur une base de 7 sénateurs élus et 3 nommés. Les 7 élus sont élus au suffrage universel indirect. Ça veut dire que dans un premier temps, le peuple souverain élit des gens qui iront élire les sénateurs. Ça m'inspire donc une question. Comme c'est le peuple souverain qui commence à élire, il élit des gens. Est-ce qu'il donne la liberté à ces gens d'aller élire contre sa propre volonté? Non. Parce que ce que j'ai vu aux élections sénatoriales et qui m'amène à vouloir utiliser votre tribune pour sonner le tocsin, pour qu'en 2023, nous ne nous retrouvions plus dans les mêmes situations où des gens gagnent une élection et ne peuvent pas nous expliquer comment ils ont fait pour gagner. Je voudrais dire que je prends une région. La région de l'Est. La région de l'Est a 857 conseillers municipaux. Si je ne me trompe pas, je suis à la région de l'Est ici. Où voulez-vous en venir exactement? J'arrive. Oui. La région de l'Est, chiffre d'Elections Cameroun, a 857 conseillers municipaux. Oui. Aux élections de 2013, où on devait donc, le peuple devait élire les gens qui éliront les sénateurs, le peuple a élu 857 conseillers municipaux dans les rangs du RDPC. Donc le RDPC avait tout le corps électoral de la région de l'Est. Voilà la volonté du peuple.
ces 857 conseillers municipaux-ci, le peuple les envoyait élire qui? Le SDF? Non. Ou l'UNDP? D'où vient-il donc que l'UNDP, par exemple, qui n'a aucun conseiller municipal à l'Est, vienne quand même dire que messieurs les conseillers municipaux élus dans les listes du RDPC, donnez-moi d'aller représenter l'Est au Sénat. Lui, l'UNDP, qui ne siège dans aucun conseil municipal de l'Est, qui ne sait pas si on a boutronné, si on a creusé. Et comment ça se fait? C'est la question que je voudrais soumettre au peuple pour qu'en élisant en septembre prochain, le peuple tire des conséquences et envoie un message. Autre chose, la région du Nord-Ouest, chiffre d'élections Cameroun. Le Nord-Ouest, le SDF a gagné au Nord-Ouest 522 conseillers municipaux et le RDPC a gagné 567 municipaux. Indications. Bien. Là, pour le moment, attendant, bien sûr. Non, je suis en train de vous donner les résultats de l'élection municipale de 2013. Il y a 1088 conseillers municipaux au Nord-Ouest. Il y a 34 communes. Le RDPC a gagné 19 communes. Le SDF en a gagné 15. Le RDPC a donc 19 communes avec 565 conseillers municipaux et le SDF a 15 communes avec 522 et l'AFP de Bernard Mouna a un conseiller municipal. D'où vient-il qu'à la sortie des élections sénatoriales, qu'on nous dise que c'est le SDF qui a 15 communes qui est qualifié par les conseillers municipaux pour aller représenter la région du Nord-Ouest au Sénat, et le SDPC qui a 19 communes n'est pas qualifié. Nous avons là des manifestations d'une jonglerie qui veut que on croit que les conseillers municipaux que nous appelons donc ici les grands électeurs sont doués du pouvoir d'inverser la volonté populaire. C'est pour ça que j'ai gardé 2 morceaux choisis à tous les conseillers municipaux et aux hommes politiques. Dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 34, c'est le roi Salomon qui parle à son peuple. Il dit, la justice est ce qui élève une nation. La justice, c'est-à-dire ce qui est juste. C'est ça qui élève une nation. Et il termine. Le péché est quelque chose de honteux pour les communautés nationales. Je termine mon propos par Deutéronome, chapitre 4, verset 6. Là, c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Et il leur dit, vois, je vous ai enseigné des principes, je vous ai enseigné des prescriptions et des décisions judiciaires, comme Jéhovah mon Dieu me l'a ordonné, pour que vous fassiez ainsi au milieu du pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Et il dit, écoutons ce que la Bible nous dit. Amen. Enfin, vous devez les garder et les pratiquer pour que, il dit, vous devez les garder et les pratiquer parce que c'est là, elle a accent circonflexe, accent grave, c'est la sagesse, parce que c'est la sagesse. Et il dit, chez vous, et intelligence chez vous, sous les yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions, et ils ne manqueront pas de dire, oui, cette grande nation est vraiment un peuple sage et intelligent. En 30 secondes, moralité. Moralité. Faisons ce qui est juste pour que toutes les nations qui nous regardent sachent dire que nous sommes un peuple intelligent et sage. D'où vient-il que celui qui a 15 soit plus qualifié que celui qui a 19?
pour aller représenter la région du Nord-Ouest au Sénat. Alors, comment comprendre cette Si injustice je termine, Bouba, une virgule. Si c'était le SDF qui avait 19 mairies dans le Nord-Ouest et le RDPC 15, et que ce soit le RDPC qui gagne, qu'est-ce qu'on aurait dit? Que le RDPC a acheté les conseillers du SDF. C'est ce qui s'est passé en 2013, où le SDF était majoritaire. Il a perdu une dizaine de conseillers municipaux qui ont voté pour le RDPC. Le RDPC a gagné. On a dit que Atangandji a acheté les conseillers du SDF. Okay. Comme ils sont deux amis, un coup en 2013, un a renversé la justice. Deux coups en 2018, l'autre a renversé la justice. Et on fait comme si tout ça est normal. Merci. Si nous n'arrêtons pas ça, les élections sénatoriales vont être galvaudées. Merci. Comment comprendre ces jongleries Hervé Emmanuel Cobb? Je pense que malgré le fait que Limbi ait transformé Canal Presse en église de réveil pour le temps de parole, il a fait la démonstration de ce que moi personnellement je dénonce. Les conseillers municipaux sont élus par le suffrage universel direct. Et l'article 3 de notre Constitution fait des partis politiques les organisations pour l'expression du suffrage universel. Normalement, le mandat est dans ce cas un mandat impératif, c'est-à-dire que les conseillers municipaux, En principe impératif, les conseillers municipaux devraient élire les candidats du parti pour lequel ils ont été élus à la base, pour respecter la volonté du peuple souverain. Et Abel a fait la démonstration imparable du fait que dans ces élections, beaucoup d'organisations y allaient pour des raisons que peut-être nous ignorons, par le coût de ce que ça représente, mais pour des raisons politiques qui s'éloignent de la morale. Parce qu'il y a la morale aussi en politique, maître. C'est pour ça que je n'aime pas être appelé politicien. Je pense que nous avons eu des endroits où la vérité a repris le dessus. Par exemple, à Yabassi, où on avait fait un détournement par cargo de toute une municipalité. Tous les conseillers, y compris celui qui était le chauffeur du cargo, sont revenus au bon sens. Ils ont voté RDPC. Mais il y a des endroits où on ne comprend pas. Comment se fait-il que des partis responsables qui luttent pour la morale aillent draguer les électeurs RDPC alors qu'ils savent que le peuple leur a donné mandat pour voter RDPC. Donc, Abel a fait cette démonstration. Ça prouve qu'il y a encore la réflexion. Mais globalement, ces sénatoriales ont été la première élection politique de ce marathon électoral 2018. Et moi, je ne peux qu'être heureux que ce soit un bon signe pour notre organisation. Parce que contrairement à ce que dit le président Ekane, voilà, la majorité, quelle que soit sa taille, en démocratie, c'est le peuple qui détermine la taille électorale du pantalon d'un parti. Oui. Ce n'est pas quoi. Donc, obèse, si dans ta bouche c'est péjoratif, c'est que tu ne respectes pas la démocratie. Obèse est péjoratif. Alors, Ekani Yanissé, comment comprendre par exemple cette situation où les grands électeurs d'un parti précis vont voter pour un autre parti? Alors, quelle lecture vous faites de ça? Je souscris en principe sur la démonstration des limites, sauf que la vie politique est quelque chose de dynamique. Ah oui. Ah oui. Donc je vais chercher les manidémites pour voter pour moi. Bah, attends. La vie politique est quelque chose de dynamique. C'est-à-dire qu'entre le moment où le peuple te confie un mandat et le jour où tu dois l'exercer, l'exécuter, il peut y avoir des distorsions. Mais ce n'est pas le peuple qui a voté. Attends. Je dis, il peut y avoir des distorsions qui fassent en sorte que ceux qui ont été élus par le peuple ont changé d'avis. Non. Comprennent l'intérêt de la nation. Oui, je suis d'accord. Tout à fait. Ils ne comprenaient pas ça au début. C'est quand ils sont déjà sortis qu'ils comprennent. Non, c'est fort possible. Le problème que tu poses en réalité, je crois que de façon sous-jacente, c'est que ces élections ont montré quand des trafics, des tout-coups, que les gens veulent amener dans l'élection sénatoriale. Et ce sont ceux qui ont porté le combat de la moralisation de la vie qui amènent ces tout-coups maintenant. Ils en profitent. C'est-à-dire ton ex-parti. Pas seulement, l'UNDP n'est pas mon ex-parti. L'UNDP va dans 10 régions. Et dans les 10 régions, voilà les 10 régions. Permets-moi de... Non, je t'aide seulement.
voilà les 10 régions où l'UNDP est allé aux élections. Et il n'a pas Et un seul conseiller. Il n'a aucune majorité municipale Oui. dans les 10 régions. Pourquoi le papier? Il est tombé. D'accord, vous allez retrouver nos papiers. Vous allez retrouver nos papiers. Et quand il termine le temps qu'il retrouve son papier. Je dis que c'est en cela que ça pose problème. Mais rapporter au suffrage direct cette caractéristique dynamique, cette caractéristique dynamique Vous vous adressez pas à Elimbi, vous adressez aux téléspectateurs. Cette caractéristique dynamique Le pasteur de la politique doit avoir cours en politique. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des députés qui ont été directement élus par le peuple, mais dans l'exercice de leur mandat, le peuple se rend compte qu'ils exercent très mal. Sans cela que les élections ne sont pas la seule manière que le peuple peut choisir pour exprimer son contentement, son mécontentement. C'est la rue. Tu souhaites que la rue fasse. Tu n'as Tu jamais été m'as un dit homme que qui aime je les ne suis élections. pas ton ventriloque, je ne suis pas le mien. Mais va jusqu'au bout. Oui, je vais jusqu'au bout. Pour dire que les élections ne sont qu'un moyen par lequel le peuple exprime son contentement. Et l'autre moyen, c'est lequel? L'autre moyen, c'est son intrusion brutale dans la vie politique. Et je n'invente rien, monsieur. C'est du vandalisme, non, monsieur. non. Attends, je finis. La parole à Maître, parce que Maître aura des choses importantes à dire. Je n'ai pas fini. Non, je vais te donner mon temps. Je veux simplement dire que les gens sachent. Je prends la région de la Damawa. C'est la région où l'UNDP a gagné le plus grand nombre de communes au Cameroun. La région de la Damawa a 21 communes. L'UNDP a... Pardon. La région de la Damawa, c'est la région où l'UNDP a gagné le plus grand nombre de communes au Cameroun. La région de la Damawa a 21 communes. Le RDPC a gagné 14. L'UNDP en a gagné 7. Le SDF 0. Mais le SDF met une liste dans la Damawa. Parce qu'ils ont eu des Ben Skinner qui étaient sénateurs. Le SDF a 0 commune dans la Damawa. Ça dit ne gère pas la région de la Damawa. Mais comment ils vont faire pour être votés? Ils avaient 5 conseillers municipaux. Et ils nous expliquent qu'ils ont mis 7 millions de francs de caution dans la Damawa. Avec les électeurs. Pour que les 5 conseillers municipaux qui ne font pas 5% du corps électoral de la Damawa aillent les voter, ils perdent leur caution parce qu'ils n'auront pas 5%. C'est du blanchiment. Mais ils nous expliquent qu'ils vont parler aux conseillers municipaux de l'UNDP et du RDPC pour que, comme M. Anissé est en train de dire, le président Anissé, comme la vie politique est dynamique, comme au départ, le peuple a confié au RDPC la région de la Damawa et que le RDPC gère suffisamment mal. Arrivé en 2018, le peuple qui n'est pas à l'élection, mais ce sont ces conseillers qui sont à l'élection, ils ont vu que le RDPC ne gère pas bien, on nomme ça plutôt au SDF. C'est quel raisonnement ça vous présente? Non. L'élection, la vie politique a beau être dynamique, oui. elle doit rester morale. Oui. 2, être logique. Tout à fait. Que les faits politiques aient une explication qui correspond à l'entendement de l'esprit humain. Et c'est parce que ce que le SDF voulait faire dans la Damawa était insensé que le RDPC a gagné. Oui, merci. Alors Maître Marmaï. L'île m'a coupé. C'est pour dire, non, mon raisonnement ne tient pas à dédouaner les trafics sous-jacents qui se font sous la table. C'est pour dire que justement, c'est parce que dans l'entendement des gens, et chaque fois que Maître Paye dit nous sommes tous responsables, on fait croire aux Camerounais que ce sont les élections qui règlent tous les problèmes du pays. Pas du tout. Puisqu'ils procèdent d'entendement, de connexion, qui n'ont souvent rien à voir avec l'intérêt général. C'est en cela que je dis, il faut tenir compte du fait que les élections ne sont qu'une expression que le peuple choisit pour manifester. Pas du tout, on y va. Tu veux prendre le pouvoir par la rue. C'est ça. D'accord. Maître Marmaï, il y a eu des recours en annulation dans 2 régions, notamment la région
de l'Ouest et même la région du Nord-Ouest. Est-ce que ces recours peuvent prospérer? Je voudrais me permettre de mettre un mot sur ce qui vient d'être dit, et ça c'est sans état d'âme, parce que je n'ai pas envie d'avoir un discours politiquement correct. Tout ce que je sais de l'élection des sénateurs, c'est que, comme l'a dit M. Limbi, c'est une élection, n'est-ce pas, avec des grands électeurs. C'est-à-dire nous avons donné mandat aux conseillers municipaux pour élire des sénateurs dans le cadre de leur région. Donc c'est, à mon sens, la mise en place effective de la décentralisation. Ça c'est à saluer, ça c'est à louer. Absolument. Maintenant je voudrais dire, parce que je dis encore, ça j'aime cette expression, je ne suis pas un politique ou un politicien, je ne m'occupe pas de la couleur politique. Et je dis, on ne peut pas dire une chose et son contraire. Il y a un principe cartésien et qui est protégé par la Constitution, c'est un principe de liberté. Parce qu'on voudrait nous faire croire, au vu de ce qui vient d'être dit, qu'il devait avoir ce qu'on appelle une discipline partisane dans le cadre de l'élection des sénateurs. Par contre, moi je pourrais plutôt saluer le fait que ces grands électeurs décident de prendre leurs responsabilités en élisant ceux qui, pour eux, sont beaucoup plus représentatifs. Que ce soit dans le cadre, n'est-ce pas, du parti au pouvoir ou dans le cadre de l'opposition, il y a des gens de qualité. Et c'est à eux de choisir des gens de qualité capables de mener à bien le combat dans le cadre régional. Maintenant, moi, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Ce qui m'importe, moi, parce qu'il s'agit quand même du Sénat, donc de la Chambre haute. Posons-nous la question, et peut-être la bonne. Depuis la mise en place du Sénat, ça fait quand même 5 ans. Est-ce qu'il y a un changement dans la production normative? Est-ce que nous avons une production normative de qualité? Qu'est-ce que le Sénat a apporté de plus? Est-ce que la navette parlementaire a toujours été la bonne? C'est en cela que moi, l'avocat, je suis intéressé dans la qualité de la production normative. Parce que nous ne pouvons avoir que les lois que nous méritons. Et comme les lois ne sont que l'émanation de la volonté populaire, nous avons donné mandat à ceux-là pour produire des lois de qualité pour que le pays se porte bien. Certes, on ne va pas refaire seulement le pays avec des lois. Mais il est important de savoir quand même que c'est de la qualité et de la sécurité judiciaire et législative que le pays se portera bien. Voilà, il nous reste 5 minutes. Oui. On va aller au pas de course d'abord avec vous, mais alors, vous allez répondre je suis désolé à ma question avant peut-être de rebondir sur les propos de Maître Marmaï. Que je partage pas du tout. D'accord, vous êtes libre de ne pas partager ces Non, propos. pas libre, je voulais amener sur les principes. Si vous me donnez une seconde. D'accord, rapidement. Le système américain fait que l'élection du président des États-Unis d'Amérique, c'est l'élection où interviennent les grands électeurs. Oui. Et la morale en politique, elle existe, Maître Mangmaï. C'est-à-dire qu'il est inimaginable que les grands électeurs républicains aillent voter le candidat démocrate. C'est la raison pour laquelle il y a eu un décalage. Hillary Clinton a eu plus de voix que Donald Trump, vote populaire, mais moins de grands électeurs. Et bien les grands électeurs républicains n'ont pas été sensibles à cette distraction météorologique électorale, et ils ont respecté la discipline. Deuxième chose, maître, on fait la politique en analyse comparée. Vous ne croyez pas que la politique c'est le hasard? C'est aussi scientifique, sinon plus que le droit. D'ailleurs, le droit n'est qu'un compartiment de la politique, puisque ce sont les politiques qui érigent la norme. Quand vous avez dans un pays un système qui passe, c'est-à-dire que vous avez les partis politiques, le mandat n'est certes pas impératif dans le quotidien, mais c'est ce que Limbe a démontré, il y a la morale. La morale voudrait que nous, on ne crée pas la prostitution, qu'on ne sache pas qui est qui, le peuple ne se reconnaîtrait pas. Vous voulez demander aux électeurs RDPC de voter pour des candidats qui n'ont pas le même projet politique qu'eux. C'est de l'escroquerie en politique, c'est de la prostitution. Et je termine en disant ceci. Vous ne pouvez pas dire que l'article 3 de la Constitution donne aux partis politiques le monopole de la gestion de l'expression suffrage universel et venir faire la Constitution. Vous violez la Constitution. Si vous êtes respectueux de la volonté du suffrage universel du peuple souverain, comme c'est notre cas, à part à Nice, non pas l'exclusivité du suffrage universel. à Nice même le peuple que quand le peuple le suit dans la rue, mais pas dans les urnes. Je dis que Elimbi Loba a fait la démonstration magistrale qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je termine une dernière. Vous ne pouvez pas juger une institution sur 5 années de fonctionnement. Soyons modestes. Les autres pays qui ont les Sénats, c'est sur
des siècles, sur des décennies. Ça ne veut pas dire qu'il faille donner la prime à la paresse ou à la médiocrité. Oui, il y a des choses à développer dans le bicaméralisme, la navette parlementaire, mais s'il vous plaît, soyez humbles. Notre Sénat n'a que 5 ans. Il va avoir d'hommes, de femmes de qualité, il va se renouveler et il va aller de plus en plus jouer son rôle dans la fabrication de la norme, la loi dans notre pays. On va terminer par vous, Limi Lobé, mais d'abord avec Alice. L'article 3 dit les partis politiques participent à l'expression du suffrage universel. Voici la Constitution. Oui. C'est pas la lecture de Bonadou. Alors, on lit l'article 3 rapidement. Oui. Article 3 de la Constitution. Article 1er, 2 et 3. Oui. Alors, les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Concours. Ils n'ont pas les suffrages. Ils n'ont pas l'exclusivité. Ils n'ont même pas de suffrage. Tout à fait. On Mais ne dit ils pas concourent. qu'ils expriment les suffrages. Voilà, ils concourent. On dit ils concourent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont les suffrages sont ailleurs. Oui, d'accord. Les partis politiques vont les amener à à exprimer ces suffrages. Ok, merci pour cette précision. Vous laissez... Donc, cela veut donc dire qu'il ne faut pas les enfermer dans un carcan. Sans exclure qu'il y a la morale en politique. Allez, s'il vous plaît, vous laissez. Non, pas du tout. Allez-y, on n'a plus beaucoup de temps. C'est nous qui parlons souvent de la morale politique. Mais il faut inscrire la politique dans la dynamique de la société. Ce n'est pas excuser les trafics souterrains, mais il faut le dire. Il faut inclure la politique dans la dynamique, surtout des sociétés comme le nôtre, qui se sont souvent bâties sur des a priori ou des clivages, j'allais dire, éphémères. La deuxième chose que je vais dire, c'est que notre constitution donne au chef de l'État la possibilité de nommer 30 sénateurs sur 100. C'est-à-dire, il lui donne la possibilité d'aller au-delà de l'expression du suffrage. C'est l'affaire du président. Laisse-moi finir. Oui, allez-y. D'aller au-delà de l'expression du suffrage indirect. Ça veut dire donc que même ce suffrage indirect n'a pas l'exclusivité de la composition du Sénat. C'est vrai. C'est la sémantique. Ok. Alors, Limi Lobé, quel profil pour les 30 sénateurs nommés par le président? Non. Par exemple, Limi Lobé à Niger, représentatif. Ce n'est pas une bonne question parce que c'est toi qui choisis la les questions. Constitution dit que c'est à la discrétion du président. Moi, je ne suis jamais allé voir pour conseiller le président de nommer tel ou tel ministre. Mais le président a le droit de nommer qui il veut. En 2013, il nous a montré qu'il n'était pas suffisamment sage. Mais j'espère qu'il va s'améliorer. Ok, pour terminer. Dire quelque chose. Sous forme d'une question, je demanderai à Maître Maï de me répondre tel que la logique le guide. On n'a plus beaucoup de temps. Oui. Dans la région du Sahel, il y a 70 communes. Il y avait 3 partis politiques en compétition. Le RDPC qui contrôle 65 communes, l'UPC qui contrôle 5 communes et l'UNDP qui contrôle 0 commune. Entre l'UPC qui contrôle 65 communes et le RDPC qui contrôle 65 communes et l'UPC qui contrôle 5 communes, dans l'entendement, la logique, qui est qualifié pour représenter le centre au Sénat. Voilà. Il s'agit de représenter une région, pas les individus. Le peuple souverain a donné au RDPC 65 communes à gérer. Naturellement, c'est le RDPC. C'est le RDPC, c'est ça? Naturellement. Selon vous? Naturellement. Ok, ça veut dire que si je raisonne comme vous, comme le RDPC a eu 19 communes au nord-ouest et le SDF 15, naturellement, c'est le RDPC. Mes chers frères, ceux qui veulent gagner les élections sénatoriales, qu'ils gagnent les conseils municipaux. Ouais. Merci, cher monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités qui nous ont fait l'honneur de venir sur ce plateau. Merci également à l'assistance qui nous a permis de produire en direct de la foire populaire et démocratique. Ouais. On doit féliciter Bouba, applaudissez pour lui, parce que ça prouve que c'était vraiment un canal populaire. Merci. Bravo. C'était Canal Presse en direct de la foire internationale
des affaires de commerce de Douala. Merci d'avoir regardé la suite de programme. Juste derrière, c'est la République de Djambo avec son président, le Raïs Chop Chop. Madame, ne bougez surtout pas l'aiguille de vos transistors. Restez scotché sur Canal 2 International. Le soir, vous aurez dans l'arène Maître Charles Nguini qui sera face à Rodrigue Tonguet. La rediffusion de ce programme, ce sera lundi quand il sera 23h. D'ici à là, gardez le sourire. Bien le bonjour.